Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Ferrandou, artiste, écrivain et chercheur passionné par l'histoire du tarot et fondateur de l'école du tarot réaliste. Alors Simon a réalisé un travail exceptionnel, une véritable recherche de fond à la croisée de l'histoire, de l'art et de la philosophie. Et dans sa formation, il croise archives, iconographie et à la Renaissance italienne. Sa démarche est rigoureuse, mais aussi vivante. Il propose une méthode historique, critique et anti-anachronique, si on peut dire, qui replace les images dans leur contexte d'origine et qui apprend à les lire sans surcouche ésotérique moderne. Avec lui, on va découvrir un tarot très humain, très humaniste, qui est enraciné dans la culture et la pensée de son temps, et une œuvre qui raconte la condition humaine de la Terre jusqu'au ciel, un peu comme une divine comédie en images, peut-être. Alors, bonjour Simon, merci d'être là. Salut Mélissa, je suis ravi d'être sur ta chaîne. Un grand merci pour ton invitation. Merci à toi. Vraiment, tu as fait un travail passionnant. J'ai pu regarder un petit peu ce que tu as fait. Alors déjà, c'était un travail de fou. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas tout pu lire, mais c'est vraiment impressionnant. Mais c'est fascinant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise. Alors, ce que tu as fait, en fait, est-ce que tu peux décrire, c'est un travail pour ta formation? C'est une nouvelle formation que tu as préparée? Oui, complètement. En fait, je t'ai donné l'accès à une formation que je viens de finir. Donc, une formation uniquement sur le tarot, son histoire et sa signification. Et donc, le contenu dont tu parles, c'est celui-ci, hein. C'est vraiment le contenu que je dédie à mes étudiants, que tu as pu parcourir, explorer, pour préparer cet entretien. Oui. Et écoute, cette formation, c'est la synthèse et le résultat d'une année là, de travail avec mes étudiants que j'ai formalisé et que je mets maintenant à disposition du public intéressé à l'achat. Tout est en ligne, 25 vidéos sur la signification symbolique du tarot et sur son histoire. Mm-hmm. Et en fait, moi, si j'ai mis en place cette formation, ce premier cursus, un deuxième commence bientôt, mais celui-ci qui est maintenant d'ores et déjà disponible à l'achat, hein, eh bien, c'est simple, c'est parce que c'est ce qui me manquait moi. C'est-à-dire que le tarot, moi, il m'accompagne dans ma vie depuis l'enfance parce que mon beau-père était tarologue quand j'étais petit. Donc, des tarots, il y en avait chez nous. C'était normal. Et avant ma vingtaine, quand j'avais à peu près 18-19 ans, j'avais un petit peu de temps, parce que j'étais en études de musique, à consacrer aussi au tarot, qui était déjà une passion depuis plusieurs années pour moi. Mm-hmm. Et je m'intéressais déjà à l'aspect réaliste et historique du tarot, parce que je sentais bien que derrière l'occultisme et l'ésotérisme qui entourent cette œuvre et ce jeu de cartes, il y avait sans doute un aspect un peu terre-à-terre qui était peut-être à gratter. Mais ceci dit, je m'intéressais à tout, et je m'intéresse toujours à l'ésotérisme du tarot, toujours actuellement. Et en cherchant, à cette époque, donc c'était quoi, 2006, à peu près, en 2006, je ne trouvais rien en fait sur Internet, vraiment rien. Je ne trouvais pas de source, j'arrivais pas à savoir si les auteurs avaient travaillé sur l'histoire du tarot, s'il y avait quelque chose à tirer d'une histoire de la documentation, par exemple, ou non, je ne savais pas. J'avais 19 ans, donc j'étais beaucoup moins aussi formé qu'aujourd'hui dans la recherche en ligne. Je n'avais pas accès à des bibliothèques ou à des musées forcément. J'étais à Limoges pour mes études de musique, à vrai dire, donc j'avais pas un accès aux autres musées de France. C'était très difficile. Et j'ai quand même réussi à trouver des petites bribes de petites choses qui ont fait que j'ai commencé déjà à cette époque, juste avant ma vingtaine, à poser des hypothèses en fait sur la signification hypothétique de ce que pouvaient être surtout les 22 atouts du tarot. C'était ça qui m'intéressait à l'époque. Mais rien de très concluant. Et je me souviens bien que ce qui m'était resté un petit peu comme un sentiment, je dirais pas de frustration, parce que c'est peut-être un peu fort, mais comme une petite gêne, ce qui m'est resté, c'est mais pourquoi il n'y a rien sur le tarot, sur l'histoire du tarot? Mm-hmm. Et ça m'est toujours resté en tête. Oui. Et je dois dire aussi que
je vivais en revanche, à côté de ça, en parallèle, ce que tous les passionnés de tarot vivent au quotidien, je pense surtout dans la francophonie, je vivais une espèce de sentiment duel qui, moi, ne me va pas. C'était le suivant, je vais t'expliquer. Quand je toquais à la porte d'un tarologue et que je lui disais « Explique-moi, le battleur, c'est quoi les 22 arcanes majeures ?» J'appelais ça comme ça encore à l'époque, le nom des occultistes. Hein. Qu'est-ce que c'est les 22 arcanes majeures du tarot? Explique-moi la papesse, explique-moi la roue de fortune. J'avais un type, tarologue, qui me disait « Ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. » Donc je lui disais, et comment tu le sais? Parce que j'ai lu ça, tel auteur. Et c'était des livres sur l'ésotérisme du tarot à chaque fois. Donc je disais, ok. Mais mon problème à moi, c'est que quand j'allais toquer à la porte d'un autre tarologue, il me disait complètement différent. C'est-à-dire, il me disait des choses qui n'avaient rien à voir. Ah ben le battleur, ça veut dire ça, la papesse, ça symbolise ça, la roue de fortune, c'est ça, et que des interprétations différentes. Oui. Et moi, je me disais, mais comment c'est possible? Il y a un truc qui ne va pas quand même. Parce que ces gens ne se prononçaient jamais en disant « je vais te donner mon interprétation subjective, mais ce n'est pas la vérité ». Non, ils ne disaient pas ça. Ils disaient « ah ben ça, c'est sûr que ça symbolise ça, parce que tous les livres que j'ai lus sur l'ésotérisme du tarot le disent, et que j'ai fait mes recherches, et que tel auteur, il y a un siècle, a dit ça. » Donc voilà, ils se prononçaient en fait tout le temps sur la signification réelle, pour eux, originale du tarot. Sauf que à cette époque, si je n'étais pas encore formé bien à la recherche en ligne ou dans les bibliothèques, par contre, j'étais déjà bien formé à la culture littéraire, parce que je viens de la poésie, de la littérature, de la philosophie. Et j'avais une phrase d'un très grand penseur et poète québécois qui s'appelle Gaston Miron, qui me revenait tout le temps en tête quand je toquais à une nouvelle porte d'un nouveau tarologue qui me disait encore un truc complètement différent sur les symboliques des atouts, des arcanes. J'avais cette phrase qui me revenait toujours. « Il est impossible que tout le monde ait raison en même temps. » Cette phrase, je vous la délivre à tous, chers téléspectateurs, je te l'offre. Pour moi, cette phrase, elle est profonde, elle est percutante, et dans plein, disons, de situations différentes de ma vie, on pourrait l'appliquer à la politique française aujourd'hui, pourquoi pas, j'ai cette phrase qui me revient. Il est impossible que tout le monde ait raison en même temps. Et oui, les amis, c'est une façon quand même un petit peu réaliste de voir les choses. Quand on a 10 personnes qui sur la même chose disent 10 choses différentes, c'est impossible que tous aient raison. Ça n'a pas de sens, en fait. Surtout dans la, je sais pas, dans la recherche artistique, historique, quand on parle d'une œuvre, d'un jeu de cartes. Bon. Donc c'était ça la situation en 2006, avant ma vingtaine, quand j'ai eu un petit peu de temps à consacrer à l'étude historique du tarot. Et puis plus tard, en 2020, des années après, juste avant que n'apparaisse la période Covid, j'ai eu la chance de travailler sur un projet tarologique qui a donné lieu à une publication, le Tarot des Croix du Sud, un jeu original inspiré par la culture nomade des Touaregs avec un livre qui explique la symbolique. Et je me suis dit, ben voilà, je commence à travailler sur ce projet en 2020, ça va me donner l'opportunité de remettre un pied dans la recherche tarologique historique réaliste. Est-ce que maintenant, 14 ans plus tard, il y a maintenant des choses sur Internet, dans les bibliothèques, est-ce qu'il y a eu des parutions sur le sens historique, et donc je veux dire concret du tarot, vraiment quelque chose de concret, objectif en fait. Je cherchais des connaissances objectives. Et là, j'ai été, disons, émerveillé de découvrir qu'en ce laps de temps qui, en regard, je ne sais pas, des sciences historiques, est tellement petit, 14 ans, eh bien, il y avait tout à coup une floraison de ressources sur exactement ce que je recherchais, à savoir la signification historique et donc objective du tarot à travers l'histoire, qui avait essaimé grâce à l'usage d'Internet. Et je dis grâce à l'usage d'Internet, mais c'est pas, c'est-à-dire que l'usage et la diffusion des connaissances par Internet a fait aussi que les musées, entre-temps, ont changé leur pratique. Et oui, parce que... C'est vrai, ils partagent. Et oui, ils partagent beaucoup plus. En fait, il y a tout qui a changé en ce laps de temps, comme ça, en un claquement de doigts. C'est exactement ce que tu dis. Tout le monde s'est mis à la page.
Et les musées maintenant, les bibliothèques et tout, les bibliothèques universitaires, ils ont tous mis en ligne, ils numérisent leurs ressources, ils les mettent en ligne sur leur site, on peut les joindre. Les livres aussi. Est-ce que je pourrais avoir tel document, s'il vous plaît, qui date du XVIe siècle? Je vous l'envoie. On est tous chercheurs. C'est génial. C'est un peu SD, vous n'avez pas la même numérisation, mais HD, oui, je prends le temps de vous l'envoyer. Super, une image qui date de 6 siècles, qui peut m'éclairer sur le sens d'un atout du tarot, en haute définition, scannée par un musée italien à Modène. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Donc, je pense que déjà, pour introduire le sujet qui nous occupe, c'est bien de présenter les choses comme ça. Donc en 2020, j'ai pu m'acheter des livres, il y avait des ouvrages récents qui étaient parus sur l'histoire du tarot, j'ai pu consulter des sites, lire des archives de blogs, faire tout un tas de trucs que je n'avais pas pu faire avant. Et je dois dire qu'on est bientôt en 2026, là, dans 2-3 mois. Ça va faire maintenant 6 ans que, au quotidien, chaque jour, presque mon unique objet d'étude est devenu le tarot historique. Et donc, moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça, à savoir, qu'est-ce que c'est le tarot d'un point de vue objectif? Qu'est-ce que ça signifie pouvoir acquérir des connaissances objectives sur le tarot, sa signification symbolique et son histoire? Est-ce qu'on peut avoir cette démarche? Oui. Et quel sens tout ça, ça a, voilà. Et donc, maintenant que moi j'avais à disposition tout ça, il n'y avait plus que, disons, une chose qui me titillait un petit peu, c'était le fait que toutes les sources étaient éparpillées. Oui. Et ça, pour les écouter, parce que j'écoute mes semblables tout le temps, j'écoute les gens, je vous écoute, chers passionnés de tarot, et je vous entends tout le temps dire la même chose. C'est difficile parce que tout est éparpillé. Oui. Or, moi, étant passionné, ayant un petit esprit de synthèse et souhaitant consacrer du temps à l'éclaircissement de tout ça, je me suis dit, je vais prendre toutes ces ressources, les plus pointues, les plus actuelles, les plus fraîches, les meilleures, issues des chercheurs les plus brillants sur l'histoire du tarot et sa signification. Je vais synthétiser tout ça en un unique objet où on pourra trouver tout en un seul lieu, et comme ça, tout ne sera plus éparpillé. Et donc, je vais, pour employer une autre expression du poète québécois Gaston Miron, puisque je suis parti sur sa pensée, je vais rapailler, ça veut dire rassembler en québécois, rassembler les morceaux. Je vais rapailler tous les morceaux éparpillés de la connaissance tarologique contemporaine. Et j'ai essayé. Alors, ça a donné la formation que je viens tout juste de mettre en ligne et dont tu as pu voir une partie, Mélissa, ça a donné ça. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, mais disons que je crois que ça manquait dans l'horizon tarologique contemporain. Et maintenant, en tout cas, ce que je puis dire, c'est à chaque personne passionnée de tarologie, si vous souhaitez entrer dans une bibliothèque, c'est ça l'image, et avoir tout en un seul lieu, tout ce qui est le plus récent, etc., tout sourcé, tout illustré, eh bien, la formation au tarot réaliste que je vous propose vous le permet. Donc voilà, maintenant, à vous de voir si vous voulez ouvrir la porte de cette bibliothèque, faire un pas, entrer. Et là, moi, je vous accueillerai les bras grands ouverts. Alors, tu vas accueillir, tu vas aussi cueillir, si tu veux, et récolter toutes ces informations et pour en faire un recueil, si tu veux. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en quelques mots quand et où apparaît le tout premier tarot? Oui, on va commencer. Alors maintenant, après cette introduction, entrez avec moi dans la bibliothèque. Je vous ai ouvert la porte et on y est tous maintenant. Ça, c'est une grande question. Je dois dire quand même quelque chose, parce que toi, tu as cette chance, mais c'est tout ton mérite, d'être entre les langues. Tu parles des langues différentes et tu es aussi en plein dans le monde anglophone. L'histoire du tarot, pour une bonne partie, depuis les années 1973-1980,
c'est écrite en langue anglaise. Pour une bonne partie et pour la partie la plus pointue. Et on sait, disons, les difficultés relatives que la francophonie a avec la langue anglaise. Les Français ne sont pas les plus connus, les francophones ne sont pas les plus connus pour maîtriser suffisamment la langue anglaise pour pouvoir aller lire des ouvrages avec un jargon spécifique et des termes sur l'histoire du tarot. Ça s'est fait comme ça s'est fait en grande partie en langue anglaise. Ça, c'est déjà le premier point. Ça crée un phénomène qui est le suivant, c'est qu'à l'heure où je te parle, à l'heure où je vous parle à tous, il faut déjà savoir que la majeure partie des passionnés de tarot francophones ignorent qu'il existe une histoire du tarot. C'est quand même un phénomène incroyable. Parce que cette histoire du tarot, on peut prendre différentes dates comme marqueurs pour la débuter. On pourrait prendre le début du 20e, pourquoi pas. Moi, j'aime prendre la date de 1980, parce que c'est la publication d'un livre majeur en langue anglaise d'un très grand philosophe et un maître de la logique qui était britannique, Michael Dummett. Il publie Le jeu du tarot en 1980, c'est majeur. Donc moi, je prends cette date comme début disons vraiment de la recherche historique tarologique. Mais on peut prendre 1973, une date à laquelle le même auteur publie un article phare dans lequel il réussit un exploit, pour reprendre les mots d'un autre, de montrer qu'il y a eu plusieurs familles dans les tarots à travers l'histoire, et il crée une espèce d'arbre comme ça, un stemma, un arbre généalogique des tarots, enfin voilà. Et il faut savoir que depuis 1973, depuis 1980, si on part sur ces dates, la francophonie est restée imperméable à l'histoire du tarot qui s'écrivait en langue anglaise, et donc qui se diffusait aussi difficilement avant Internet, mais beaucoup après, à partir des années 2000, au tournant, beaucoup à l'international, en fait, en langue anglaise. Ouais. Des chercheurs éminents, comme le français Thierry de Police, du coup, publiaient en anglais. Il publie en anglais, il fait partie d'un institut international sur l'histoire des cartes, le sens des jeux de société, du tarot et tout, en anglais. Donc ça, c'est le premier phénomène. Là, moi, je parle français, je suis francophone, je m'adresse en premier lieu au public francophone. Et la première chose à savoir, c'est ça, chers amis, c'est qu'en fait, peut-être que vous l'ignorez, mais il existe une histoire du tarot. Et donc, quand je dis une histoire, je parle de la discipline scientifique. Et donc là, je fais intervenir dans notre discussion un mot que moi, je n'avais jamais vu jusqu'à présent accolé au mot tarot, science. Tarot, science. Est-ce que c'est possible? Oui. Ça a lieu déjà depuis 40, 60 ans. Le tarot est déjà entré dans le champ des sciences, de l'étude historique, académique pour certains, quelques chercheurs indépendants, pour le moment. Tant que c'est une science jeune, je pense, on aura un autre mot à dire, je suis indépendant. Plus la science se développera, plus ce sera dur pour les indépendants d'avoir un petit mot à dire, mais pour l'instant, c'est jeune, c'est bien. Déjà, ce phénomène a lieu. Donc voilà, c'est la première prise de conscience à avoir. La deuxième, c'est que, par chance, en francophonie, grâce à Thierry de Police, qui quand même en 2013 a publié un ouvrage phare, Le tarot révélé, en langue française, puis maintenant Isabelle Nadolny, archiviste à la Bibliothèque nationale de France, grande historienne, s'apprête à publier son deuxième livre, là, d'ici un mois, il paraît, sur le tarot en langue française. Grâce à tout ça, peut-être un petit peu par la formation à ma modeste échelle que je mets maintenant en ligne, qui synthétise tout ce que j'ai pu comprendre moi, grâce à ça, déjà, en francophonie, on a un accès aux connaissances objectives sur le tarot. Donc c'est très excitant ce qui se passe maintenant, il y a un mouvement. Ah mais c'est super excitant. En fait, tu vois ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que la science, c'est excitant parce que c'est en perpétuelle évolution. Donc, quand moi je dis qu'il y a une science du tarot, ça signifie exactement ce que tu viens de dire. Ça signifie qu'au jour le jour, il existe certains lieux dématérialisés ou réels dans lesquels la science du tarot accourt. Et on peut essayer de les trouver, on peut se mettre au courant. Là, juste en une année de cursus avec mes étudiants, donc une année, 10 mois, si on enlève le temps des vacances, quoi, même pas, 9 mois, j'ai pu déjà,
au fil du temps, les mettre à jour sur des nouvelles découvertes. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, qui changeait tout dans notre compréhension du tarot de Marseille ou de que sais-je. Une nouvelle datation proposée par un collège de scientifiques qui étudie tout, la chimie des matériaux, des cartes, je sais pas, et puis qui prouve qu'en fait tel tarot a tel âge et pas un autre, et ça modifie la conception qu'on avait jusqu'à présent. Et ça a lieu en ce moment. Oui. Donc déjà, pour toutes les personnes qui ont envie d'être dans cette excitation, moi je vous invite à vous procurer les ouvrages dont j'ai parlé, à rejoindre ma formation si le cœur vous en dit, et vous allez voir, il y a une émulation en fait. Et ça, c'est passionnant. Et je viens aussi d'ailleurs, à titre personnel, de publier un article avec l'un des historiens du tarot anglophone, Ross Caldwell, mais qui pour l'occasion a écrit en français. Et donc c'est un article qui synthétise quelques compréhensions qu'on a eues récemment sur le sens symbolique de la suite des atouts. Enfin voilà, ça c'est la séance du tarot. J'aurai l'occasion ultérieurement de proposer une conférence que je donnerai soit chez une connaissance, je vais voir, soit que je mettrai en ligne et que j'appellerai comme ça, la séance du tarot, pour essayer d'expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est, où ça en est. Ouais, donc c'est une science qui chemine, qui progresse, et il y aura sans doute encore des découvertes, des récits qui seront peut-être réécrits, des cartes qui seront découvertes, qui sait. Mais complètement, il y a encore beaucoup de découvertes qui pourraient apporter beaucoup à la compréhension qu'on a du tarot. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, tout ça me permet de répondre à ta question. À quoi ça sert ? Tu m'as posé comme question, est-ce que tu peux nous dire quand est apparu le premier tarot ? Oui. Très bonne question, parce qu'en effet, il y a un seul tarot, mais il y a eu plusieurs versions du même tarot. Ben, ça sert à ça, la science du tarot. Si on n'est pas dans cette science du tarot, si on n'est pas dans l'aspect historique et objectif, essayer de mettre en œuvre des méthodologies qui nous permettent d'avoir des acquis en fait sur l'objet qui nous occupe. Si on n'est pas là-dedans, eh ben, on revient quelque part à la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, que j'ai connue quand j'avais 18 ans. Bon, ben, on va voir différentes personnes qui, eux, ne connaissent pas l'histoire du tarot, mais qui sont des tarologues, et qui, en fait, ont tous une lecture subjective de cette œuvre, et qui tous disent des choses différentes. Si ça va à certains, pas de problème, mais moi, ça ne me va pas, et ça ne peut plus m'aller, surtout depuis que je sais qu'on peut obtenir des réponses certaines sur certains mystères du tarot. Quand est né le tarot ? Si je toque à la porte d'un tarologue qui ignore l'histoire du tarot, il ne le sait pas. Et je continue de le faire. Moi, j'écoute tous mes confrères. J'écoute les tarologues qui font de la divination, j'écoute ceux qui utilisent le tarot psychologique, que j'utilise aussi en tirage. J'écoute tout. Et je vois bien que ceux qui ignorent l'histoire du tarot ne savent pas, et je vois ce qu'ils répondent à leurs étudiants. Oh, ben vous savez, les origines du tarot sont très mystérieuses. Ça se perd dans la nuit des temps, on ne sait pas. Ça pourrait bien être né il y a 800 ans, ou à la préhistoire dans les grottes, ou je ne sais pas quoi. C'est complètement confus et mélangé. Et bien, ça sert à ça, la science du tarot. Dans l'histoire du tarot, maintenant, on peut répondre à cette question. Quand le tarot est né, on a une réponse à donner. Il est né en Italie du Nord, dans les années 1430. Voilà. Peut-être un peu avant, pas beaucoup avant. Et comment on le sait ? Et c'est là que étudier l'histoire du tarot est intéressant, c'est qu'on a des arguments à répondre à quelqu'un. C'est pas juste « Ah ben moi je dis que les origines du tarot sont mystérieuses, donc croyez-moi », c'est pas ça. Là, si toi tu me dis « Ah bon, et comment le sait-on » ben, je peux te répondre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le savoir objectif, et ce qui est magique avec le savoir objectif, c'est qu'il se transmet. C'est que moi là, juste après, je vais te dire pourquoi on sait que le tarot est né dans les années 1430. Ben, c'est comme un objet que je te transmets, tu vas récupérer cette flamme, ce flambeau de la connaissance, et tu pourras aller vérifier toi-même, et si tu vois que c'est objectif, tu pourras à ton tour transmettre le flambeau. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que je fais sinon, moi, de quelqu'un qui me répond les origines du tarot, c'est l'Égypte antique. Ah oui, comment tu le sais ? Je ne sais pas. Ben, je ne peux rien faire. Ou alors une réponse qui ne repose pas sur un savoir objectif, ce n'est pas comme un objet palpable. Je peux que croire. Je dis, ah d'accord, le tarot est égyptien et il faut croire le tarologue.
Moi, ça me va pas. Tu vois la différence? Oui. Et le tarot, il est né dans les années 1430. Au plus tard, au tout début de l'année 1440, en Italie du Nord. Comment on le sait? Parce qu'en 2011-2012, Thierry de Police, en fouillant dans des archives italiennes, les archives des Médicis d'ailleurs, a découvert que en 1440, Giusto Giusti, le notaire attitré des Médicis, a consigné dans son journal: j'ai pu acheter pour mon maître à tel prix, il donne le prix, un Naibi di Trionfi, c'est le nom originel du tarot en italien, un jeu de cartes à triomphe, et non pas arcane majeur, triomphe, c'est le nom des atouts. Et on est en septembre 1440. Donc, ça, c'est l'histoire des documents. On sait avec certitude qu'en 1440, en Italie du Nord, notamment à Florence, le tarot existe. Il existe, il est nommé en italien, il est acheté par un Italien pour son maître italien, et toutes les autres archives derrière et tous les autres tarots derrière qui ont été retrouvés, 1441 à Milan, le tarot Coleoni des Visconti Sforza, 1441, tout ça, c'est italien, et tous les noms sont en italien, et toutes les archives sont italiennes. D'accord. Et Donc ça, c'est avant, très concret. Historiquement, c'est très concret. Et donc, c'est là le début de l'histoire, si tu veux. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu... c'était inventé ce jour-là, cette année-là, mais c'est le début de l'histoire. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est... Alors, on est en pleine Renaissance. C'est la Renaissance qui commence. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est non seulement le début de la Renaissance, mais c'est vraiment la partie du monde où apparaît la Renaissance. Donc, c'est un lieu, il y a un temps très spécial. Ah oui. Bah, tu sais, tu me mâches déjà tous les mots, là, tu dis tout déjà. Tu as une bonne connaissance, toi aussi, de cette période historique qui t'intéresse, ça je le sais. Et tu as tout à fait raison. Vous savez, ce qui est intéressant avec cette étude-là, cette recherche-là, c'est que le tarot, pour la première fois, entre dans un champ d'étude qui est le bon. Et ça change beaucoup de choses, à savoir l'histoire de l'art. Parce que le tarot, quand il apparaît en Italie du Nord, dans les années 1430, c'est une œuvre d'art. C'est un jeu de cartes, bien sûr, dont les règles s'apparentent évidemment toujours au jeu de tarot auquel on joue aujourd'hui. Donc, fondamental pour chaque personne qui s'intéresse au tarot. Jouez au tarot, apprenez les règles. C'est comme ça que vous pourrez comprendre ce que c'est le tarot. Le tarot, c'est un jeu, il faut y jouer. Mais c'est un jeu de cartes qui a été composé sans doute par un esprit lettré, humaniste, qui a mis au point un programme iconographique très singulier avec la suite des 22 atouts. C'est unique au monde, c'est unique dans l'histoire des jeux de cartes, ça n'existe nulle part ailleurs. De ce qu'on arrive à retracer, les cartes viennent d'Asie, il y a énormément de pays avant que les cartes arrivent en Europe qui jouent aux cartes. Ouais. Il y en a avant, il y en a après. Dans tous les pays qui possèdent une histoire des cartes, il n'existe nulle part ailleurs qu'en Italie du Nord, dans les années 1430, qu'un tel programme existe. Le tarot est un jeu unique au monde. Et ça me permet de dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite d'atouts. Ce que j'appelle les atouts, les amis, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, c'est ça. Hein, c'est ça les atouts. Hein. Ce sont des cartes plus fortes dans le jeu qui permettent de couper, sauf elle. Elle, on ne peut pas couper, le fou. Donc ces atouts-là, c'est une invention italienne qui est géniale, qui relève de plein de prérogatives différentes. Le créateur du tarot a eu sans doute une commande et il a réfléchi et hop, il a créé ça pour la personne, pour le commanditaire.
Et bon, ça, on est en train de l'étudier en ce moment. Quelle était la commande initiale? Pourquoi le créateur du tarot a créé ce jeu? Mais il faut comprendre qu'il est unique au monde. Alors qu'il y a des pays, il y a des cultures qui, depuis des siècles, voire des millénaires, jouaient déjà aux cartes avant l'Italie. Donc, il y a une invenzione. Il y a une invention humaniste de la Renaissance. C'est fondamental de le comprendre. Et ça me permet juste, je vois que tu as une question, je ne sais même plus si j'ai répondu à ta question initiale. C'est pas grave. Ça me permet juste d'apporter quelque chose. J'ai deux types de réactions quand je parle de l'histoire du tarot, et donc du tarot réel, le vrai tarot objectif, celui qu'on peut comprendre. J'ai deux types de réactions. Il y a les personnes que ça fascine tout de suite et qui ont envie d'embrayer, même si elles sont déstabilisées, parce que normalement, ça déstabilise tout le monde. Je l'étais aussi au départ, hein. Bienvenue au club, les amis. Et c'est normal. Toute science, si elle est une science, déstabilise. La science, quand on applique les méthodologies scientifiques, ça démonte toutes nos croyances. C'est normal, c'est ça la science. Et ça, c'est déstabilisateur. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas déstabilisé par quelque chose qui se prétend être de la connaissance, méfiez-vous. Ça ne doit pas être de la connaissance objective. Parce que la connaissance, ça détruit nos croyances. Et la croyance, c'est naturel chez l'humain. Donc ça sape, ça nous coupe l'herbe sous le pied. Donc si vous êtes déstabilisé, c'est très bien. Ça va vous permettre d'avancer dans la compréhension du tarot. Et le deuxième type de personnes, ce sont celles qui repoussent, qui rejettent, et elles ont l'impression, parce que je les questionne, et j'ai souvent questionné les gens qui étaient un petit peu trop gênés par ce que je disais, qu'est-ce que c'est qui vous gêne? C'est quoi votre sentiment? Et ils me disent tout le temps la même chose, ils me disent, mais ça enlève son âme au tarot. S'il n'y a plus l'ésotérisme, l'occultisme, la magie, tout ce vernis qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, donc très tardivement, hein, donc rien à voir en fait avec le tarot, si vous enlevez tout ça, ça enlève son âme au tarot. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que, au contraire, l'occultisme dans l'histoire du tarot apparaît des siècles après sa naissance. Donc l'âme du tarot ne peut pas être occulte. Ce qui est enlevé par la science, par l'étude historique du tarot, c'est pas son âme, c'est un vernis, c'est une fausse âme, c'est une âme morte que les occultistes de la fin du XVIIIe siècle ont prêté, ont donné au tarot parce qu'ils n'avaient pas rencontré sa vraie âme. Et c'est normal, ils n'avaient pas d'outils historiques à l'époque pour pouvoir remonter dans le temps comme on fait aujourd'hui et rencontrer l'âme du tarot. Mais le tarot, bien sûr qu'il a une âme originelle. Il a l'âme que son créateur lui a insufflée dans les années 1430, sans doute à Florence, en tout cas en Italie du Nord. Donc le tarot, il a une âme. Et justement, il s'agit de la restituer. Si on reste dans le tarot occulte, aussi génial soit-il, aussi challengeant soit-il pour l'esprit et tout, mais les amis, si vous restez là-dedans, dans l'ésotérisme du tarot, l'ésotérisme contemporain, mais vous n'allez jamais la rencontrer, l'âme du tarot, elle n'est pas là. Le tarot, il est né avant tous ces mouvements romantiques de la fin du 18e et du 19e, vous voyez. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire parce que j'en ai marre en fait d'entendre ça à chaque fois. Ah bah du coup, le tarot, qu'est-ce que c'est si on lui enlève son vernis occulte? Bah, c'est le tarot réel, avec son âme, son corps, son esprit, tel qu'il fut conçu, du moins on essaye de le retrouver. Alors, est-ce que les historiens du tarot, ou tous ceux qui s'y intéressent, ont rencontré l'âme réelle du tarot? Mais je ne peux pas affirmer ça, ça n'aurait pas de sens. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont sur le chemin. Plus on se rapproche de l'origine du tarot, par l'histoire des documents, par l'histoire des œuvres d'art, vous voyez, par des archives, par des choses concrètes, réelles, plus on se rapproche de ça, plus on est sûr en tout cas d'être sur le chemin qui peut-être un jour, au bout, nous désignera l'âme du tarot qui nous fera coucou et puis on pourra la rencontrer. Je ne sais pas si ce que je dis est clair pour toi, mais... Si. Ça me rappelle un rêve que j'ai eu il y a quelques mois. Je ne sais pas si je t'avais dit ou pas, je ne sais plus. J'avais eu un rêve et j'étais en train de mettre des choses dans la machine à laver et je me suis dit, autant utiliser du savon de Marseille plutôt que les produits modernes qu'on a qui sont très, très parfumés, très, très bleus, très, très verts.
et d'utiliser du savon de Marseille pour essayer de repartir pour ce qui était authentique, d'enlever, si tu veux, ces couleurs et ces parfums qui sont peut-être trop forts, et faire un retour à quelque chose qui était plus subtil. Et aussi, je crois que pour moi, c'était le savon de Marseille, le tarot de Marseille dans ma tête. Enfin, dans les rêves, tout est mélangé. Et je m'étais réveillée avec cette certitude qu'il fallait retourner au tarot de Marseille. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'était bizarre. Mais bon, les rêves, c'est bizarre. Mais ça m'amène à une question. Donc, tu parles des premiers tarots qui sont un petit peu plus uniformes que ce qu'on a aujourd'hui. On a une multitude de tarots. Et ce sont de véritables œuvres d'art. Mais c'est aussi quelque chose de très mystérieux parce qu'on ne peut pas vraiment savoir comment sont apparues ces cartes. D'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce qu'elles viennent de la rue? Est-ce qu'elles viennent du palais? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut même savoir. Mais si on veut recréer ou redessiner un tarot ancien, est-ce que c'est une manière de philosopher par l'image? Est-ce que c'est tout simplement un jeu? Comment est-ce qu'on peut expliquer le rôle que ces cartes ont au XVe siècle? Génial, vachement pointu tes questions, merci. Est-ce que je te relance pour une demi-heure. Est-ce que je vous fais un partage d'écran pour vous montrer un atout, par exemple, du plus ancien tarot connu? On fait ça? Allez, j'essaye. Parce que c'est la carte que tu disais de Florence ou de Milan? Ah, ça va être une carte de Florence. D'accord. Donc là, regardez. Je vais aller dans mon document et je vais vous montrer ça. Alors Florence est un petit peu le centre du monde à cette époque-là. Oui, tout à fait. Pleine Renaissance. Vous avez là quelques images, dont un atout que vous verrez tout en bas à droite, qui est l'empereur. Voilà le plus ancien tarot connu à ce jour. Il date de 1435-1440 et il vient de Florence. On a 8 cartes, peut-être une autre, une 9e, mais qui est dans une autre collection, me semble-t-il. Celles-ci, de mémoire, sont conservées au Louvre, mais je peux me tromper. C'est incroyable qu'elles survivent encore, ces cartes. Ah oui, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, on n'a pas du tout un tarot complet de 78 cartes, parce qu'un tarot est un jeu de cartes de 78 cartes qui se joue donc avec un paquet spécial et pas un jeu standard de 52 cartes, par exemple. Il faut acheter un paquet spécial. Et comment on sait que c'est un tarot? Eh bien, c'est assez simple. Parce qu'on a un atout, l'empereur tout en bas, avec ses 2 enfants à ses pieds d'ailleurs, qui sont présentés tout petits, mais qui sont âgés, ils ont la barbe, donc c'est juste un code iconographique. On a l'empereur qui est un atout. Or, comme je vous l'ai dit, à cette époque, il n'existe aucun autre jeu avec une suite de 22 atouts permanents. Donc, s'il y a un atout, c'est forcément pas un jeu standard et c'est forcément un tarot. Mais s'il n'y avait pas eu l'atout, on aurait quand même pu savoir que c'était un tarot. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir qu'on a là des cartes de cours, donc il faut connaître un petit peu les jeux de cartes standards. Vous savez qu'on va si on part du bas, on va de l'As au 10, et puis ensuite, on a des cartes de cours qui dominent les cartes numérales. En général, valet, dame, roi en France. En Italie, à cette époque, ce qui était standard, c'était valet, cavalier, roi. Eh bien, dans le tarot, le créateur du tarot a ajouté une dame à son roi, une reine. Et donc, on est sûr que c'est un tarot, même s'il n'y avait pas eu l'atout, parce qu'il y a des dames que dans les tarots à cette époque. Et là, il y en a 2. Vous en voyez une qui a un très joli bouclier en écu en carapace de tortue. Je ne savais pas ce que c'était. C'était une cape. Oui, c'est un bouclier, mais c'est une carapace de tortue qui est à l'époque... Ah, c'est une carapace de tortue, tiens. Oui. C'est un emblème ducal, donc ça renvoie au duc, au prince, la carapace de tortue. Et vous en voyez une autre tout à gauche en bas de reine, une reine d'épée, qui a son épée en main. Donc vous voyez que les couleurs sont les enseignes italiennes.
Oui. Épée, denier, vous voyez le roi de denier aussi à côté de l'empereur, bâton et coupe. Voilà les amis. Et vous pouvez voir que ce tarot est un chef-d'œuvre. Donc pour créer ce jeu de cartes qui est aussi une œuvre d'art, qui est dans un style gothique international en ce qui concerne le style artistique, vous pouvez voir qu'il a fallu beaucoup d'argent. Il a fallu beaucoup d'argent, il a fallu un commanditaire très riche pour pouvoir se commander cette œuvre à un atelier de peintre. Ouais. Atelier de peintre qui est en même temps sans doute enlumineur, donc il faut plusieurs métiers en un pour pouvoir créer cette œuvre d'art. Et vous voyez le résultat, c'est absolument exceptionnel. Si vous êtes un petit peu attentif, regardez comment, entre guillemets, la perspective prend place dans la carte. Il y a vraiment une programmation en fait artistique. Vous voyez qu'il y a certains éléments qui débordent des cadres. C'est pas du tout insignifiant. Hein, ça, c'est une volonté artistique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exemplaire de tarot le plus ancien qu'on connaisse. Et vous voyez qu'on se situe dans la ville de Florence, dans la première Renaissance italienne. Et vous voyez que ça signifie que pour parler du tarot, on doit se trouver sur deux fronts en même temps. La connaissance de l'histoire des jeux, notamment des jeux de cartes en particulier, puisque c'est un jeu de cartes, et la connaissance de l'histoire de l'art, notamment de cette période, la première Renaissance. En actionnant ces deux leviers de compréhension et d'investigation, petit à petit, et c'est ce que font les historiens du tarot, eh bien on se rapproche de la compréhension de ce qu'était le tarot à l'origine. Mhm. Et je vais tout de suite, du coup, répondre à tes questions, Mélissa. D'accord. Regardez bien. Regardez bien les cartes. Qu'est-ce que tu remarques, Mélissa? Prête-toi au jeu si tu veux bien. Est-ce que tu vois une différence frappante au-delà de l'iconographie entre, par exemple, un atout du tarot de Marseille que je t'ai montré ou que tu connais et une carte ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? Alors, première chose, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de chiffres. C'est ça. Mais c'est aussi la position des personnages qui est très différente, qui me paraît très étrange. D'ailleurs, surtout celle en haut à gauche. Oui, c'est un valet qui s'apprête à donner un coup, en fait. Hein. C'est pour ça. Comme ça. C'est une cour de guerre, en fait, en général. Hein. La cour, l'allégorie du jeu de cartes est sans doute à l'origine la même que celle du jeu d'échecs. On a une cour qui est aristocratique, donc qui est prête à la guerre, qui domine des pions ou des cartes numérales qui représentent sans doute le peuple. Ouais. Donc là, on a souvent des images dans les cartes de cour du tarot, surtout avec les épées, quelquefois avec les bâtons, de guerriers qui frappent. Donc ton commentaire, il est extrêmement pertinent. Je vais arrêter le partage d'écran juste après, mais regardez encore une dernière fois. Le tarot est né sans numérotation et sans nomination. Pas d'écriture sur les cartes et pas de numéro sur les cartes. C'est très important de se souvenir de ça, parce que si on veut essayer de comprendre l'invention de l'auteur du tarot, il faut partir d'un tarot non numéroté et non nommé. Pardon. Pas de nom aux cartes, pas de numéro aux cartes. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'on me revoit normalement là? Oui. Ok. Donc, difficile pour comprendre le tarot originel de partir des atouts du tarot de Marseille qui sont nommés et numérotés. C'est complètement différent. C'est comme si c'était un jeu différent pour moi. Et pourtant, c'est le même jeu. Et on est capable d'expliquer à peu près les mêmes choses pour les deux. D'accord. Il n'y a jamais eu qu'un seul et même tarot. Et comme j'ai coutume de le dire, la maison Grimaud a un petit peu rendu confus tout ça, parce que en publiant ce qu'elle a appelé l'ancien tarot de Marseille, qui était prétendument tourné vers la divination, elle s'est contentée en fait de reproduire un paquet de tarots tout à fait normal, entre guillemets standard, du style tarot de Marseille, qui était joué par les joueurs. Donc,
quand vous achetez ça, l'ancien tarot de Marseille publié par Grimaud, c'est un jeu de tarot auquel jouaient les joueurs, vous voyez. C'est standard. Donc, ça a apporté un peu de confusion. Hein. Avec ça, moi, je joue. Je suis un piètre joueur de tarot parce que j'ai peu de temps à consacrer à la pratique de ce jeu qui est compliqué, qui est absolument génial. Hein. Il faut s'y initier. Mais il y a des très grands joueurs de tarot, vous leur donnez ça, ils jouent avec ça à table, avec ça, au jeu de tarot. Ça, c'est un jeu de tarot. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul et même tarot, hormis les tarots créés par les occultistes qui, eux, sont vraiment plutôt magiques et tout. Mais hormis ça, tous les tarots historiques, c'est des tarots, c'est le jeu de tarot, on peut jouer avec. Ouais. Simplement, vous comprenez bien que quand les cartes numérales, elles sont comme ça, faire la différence en main entre les bâtons et les épées, un 2 de bâton, un 2 d'épée, c'est un peu difficile. Pourtant, les joueurs l'ont fait pendant des siècles. Au bout d'un moment, quand il y a les tarots français qui sont arrivés nouveaux avec juste un gros numéro et puis une toute petite illustration qui ne sert à rien, tous les joueurs ont adopté ça parce que c'était beaucoup plus facile à lire. Ouais. Donc, au lieu d'avoir un atout comme le diable, ou je ne sais pas, au lieu d'avoir ça, au lieu d'avoir le monde avec une image un peu cryptique, une femme dans une mandorle ou que sais-je, ils ont un gros 21 ou un 20 écrit au milieu et ça suffit pour couper à l'atout, on sait que c'est le 21, le 20. Donc, c'est ça qui s'est passé dans l'histoire du tarot, mais peu importe, c'est tout le temps la même chose. Et ça peut répondre à ta question, c'est-à-dire tu demandais, est-ce que le tarot à l'origine, du coup, n'est qu'un simple jeu de cartes ? Et ça, c'est pareil, c'est que quand on commence à raconter ce qu'on sait du tarot, bien souvent, des personnes pensent que du coup, c'est une chose banale. Ah bon, c'est qu'un simple jeu de cartes, c'est nul, alors moi je préfère étudier le tarot ésotérique. Non, non. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'existe aucun autre jeu au monde, à part son dérivé, le Minchiate, un autre jeu florentin, mais c'est un dérivé. Il n'existe aucun autre jeu au monde qui comporte cette suite allégorique de 22 atouts. C'est unique au monde, c'est une invention artistique et ludique et philosophique, parce qu'on médite avec les images du tarot, unique au monde. Donc déjà, quand on enlève le vernis occultiste et ésotérique du 18 et 19e siècle, on ne se retrouve pas avec une banalité entre les mains, on se retrouve avec une œuvre d'art unique au monde qui est si fascinante qu'il existe une science du tarot dans laquelle des chimistes, des physiciens, des philosophes, des professeurs de logique consacrent du temps pour enquêter. Alors, quand on a des gens qui sont issus des sciences dures, je ne sais pas, je vais nommer Franco Pratesi, qui a fait l'histoire du tarot dans les années 80, qui est un physicien. Bon, quand quelqu'un, un géologue, un physicien arrive dans l'histoire du tarot et consacre du temps à l'étude de cet objet, vous pouvez quand même vous dire que c'est qu'on n'a pas un truc banal entre les mains, les amis. Donc déjà, non, c'est pas qu'un jeu banal, c'est une œuvre d'art et un jeu unique au monde. Et maintenant que j'ai dit ça, il faut se figurer que les atouts n'étaient pas numérotés et pas nommés. Ça signifie nécessairement qu'on n'a pas entre les mains un simple jeu de cartes. Parce que un joueur qui a une main, 13, 14 cartes en main, ou que sais-je, plus, en fonction du nombre de joueurs, là, ça peut être même plus une vingtaine, le joueur, il a une main. Et dans sa main, il se retrouve avec des atouts, comme vous avez vu, illustrés, sans numéro. Comment il peut savoir lequel est le plus fort ? Comment il peut savoir si le joueur d'en face, il joue une roue de fortune ? Je vais vous montrer des vieilles cartes milanaises qui ont été un peu restaurées. Quand il y a un joueur qui joue ça, le joueur en face, hop, donc il y a l'atout qui est demandé. Comment ça ? Et donc pas de numéro, pas de nom. L'autre, il a une main, le joueur. Comment il peut savoir quel atout ? Parce que quand on joue à l'atout au tarot, il faut aller plus haut. Comment il peut monter plus haut ? Comment il peut savoir si ça, c'est plus haut que la roue de fortune ou non ? Ouais. Il n'y a pas de numéro. Comment il peut savoir ? Donc, mais le joueur sait. Comment ? C'est là que ça induit un deuxième phénomène. C'est que ça, la suite des atouts du tarot. Toutes ces images allégoriques. La mort, là.
le vieillard au sablier qui est devenu l'ermite en France, la tempérance. Toutes ces figures, l'ange du jugement dernier, ici avec même Dieu au ciel qui s'apprête à accueillir les élus. Toutes ces images. Le joueur, il sait, lui, s'il peut couper ou pas avec et qu'est-ce qu'il peut battre comme atout. Donc le joueur, il a ça. Et lui, il sait qu'il peut battre ça. Alors, je te pose la question parce que tu es adorable et qu'à chaque fois, tu veux bien te prêter au jeu. À ton avis, comment un joueur du XVe siècle, un Italien humaniste chrétien, peut savoir que ça, c'est plus fort que ça? Alors, est-ce qu'ils peuvent lire dans l'image quelque chose que moi je ne vois pas? Voilà. La lecture est symbolique. Donc, le tarot originel, il a une âme qui est symbolique purement. Donc, quand on quitte le tarot occultiste, on ne quitte pas le monde symbolique, on y rentre. Il faut lire le symbole de l'image quand on est un joueur italien du XVe siècle pour savoir, pour comprendre, pour déduire quelle carte est la plus forte. Ouais. Comment je sais que ça, c'est plus fort que ça? Parce que ça, c'est le jugement dernier. C'est une image du jugement dernier. Il n'y a rien après ça. C'est la fin des temps pour un chrétien. Donc, il n'y a rien qui peut battre ça. C'est le moment où les élus montent au paradis à tout jamais, pour l'éternité avec Dieu, et où les damnés retombent en enfer. Mais là, c'est une image où tu vois, il y a des gens qui ressuscitent, qui sortent de leur tombe, ils regardent l'ange, c'est une image sans doute des élus qui vont monter au ciel. Ils ont ressuscité sur terre. Il n'y a rien après ça dans l'espace-temps catholique à l'époque, il n'y a rien après. Donc, il ne peut pas y avoir de carte plus forte que ça. Donc ça bat tous les autres atouts. Est-ce que c'est logique? Alors, c'est logique qu'il y ait une carte finale, une carte qui soit la plus puissante. Mais les autres, est-ce que ça fait référence à un récit, à une histoire que je ne connais pas assez bien? Est-ce que c'est quelque chose de religieux ou est-ce que c'est pas tellement religieux dans le sens de l'Église, mais autre chose? Est-ce qu'il y a une référence à une ancienne religion, peut-être? Alors, ben voilà, très bonne question. Déjà, ce que je viens de te montrer, ce que je viens de vous montrer, j'allais dire téléspectateurs, je viens d'un autre âge, chers internauteurs, très peu de gens l'ont vu. Ce sont des réflexions issues de la pensée de Ross Caldwell, pour le citer encore, grand historien du tarot. L'article que je viens de publier avec lui, je vous invite à le lire. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Il explique justement ça. Le tarot, nécessairement, n'est pas qu'un simple jeu de cartes, puisque les joueurs, à l'origine, pour comprendre ce qu'ils avaient en main, devaient réaliser une lecture symbolique de l'iconographie, des images. Et ils en déduisaient quel atout pouvait battre un autre. Et ce sont que des images allégoriques de leur époque, ces joueurs. Donc ils avaient une connaissance et une maîtrise à la fois de leur culture humaniste à eux, ou de leur culture populaire, parce qu'il y a un mélange dans le tarot, et ils réalisaient bien la lecture symbolique de l'image. Donc ce n'est pas qu'un simple jeu de cartes, c'est un jeu nécessairement méditatif dans le sens philosophique. Il faut rentrer dans l'iconographie, il faut la comprendre, il faut en déduire des choses, et on peut jouer avec toute une allégorie de la vie humaine et du monde, comme tu l'as dit en introduction, qu'on a entre les mains. Il n'y a pas d'autre œuvre qui ressemble à ça. Le tarot est unique. Il y a eu un inventeur ou plusieurs ensemble qui ont créé ce que les anciens Italiens appelaient une invenzione. C'est ça qu'on a en main, qu'on ait un vieux tarot milanais ou un tarot de Marseille. C'est pas grave, même si là il y a des numéros et des noms pour aider les joueurs, parce qu'au bout d'un moment, la culture change et les joueurs en France, eux, ils arrivent plus trop à lire, donc les quartiers rajoutent des numéros pour l'usage, pour le jeu. Parce qu'après, il faut quand même penser au quartier. Il faut qu'ils vendent leur carte. C'est ça. C'est ça, donc, exactement. Et donc, peut-être même que c'est les joueurs qui leur demandent, parce qu'ils, quand le tarot arrive en France. Parce que c'est trop compliqué. Mais alors, cela implique qu'au début, les premières cartes que tu nous as montrées, qu'il y a une référence à quelque chose
qui est bien compris dans un certain milieu, dans un certain cercle, peut-être dans les universités, mais sûrement plus dans la cour, qui est bien comprise, quelque chose qui est bien comprise et qu'il faut que nous comprenions. Mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Et où est-ce qu'on peut la trouver autre part? Est-ce que c'est dans un texte, dans un récit? Est-ce que c'est c'est quoi cette culture? C'est quoi? À quoi fait référence cette collection de cartes, quoi? Ce que nous montrent les premiers tarots italiens, c'est que leur créateur, le créateur du tarot, l'inventeur en fait de ce jeu particulier, spécial, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un humaniste, donc un érudit, chrétien, catholique, sans doute. On est quand même en Italie, même si on n'est pas loin des schismes et tout qui arrive, mais dans le pays de la Sainte Église apostolique et romaine. Donc, c'est ça la culture. J'ai publié sur ma chaîne YouTube, allez voir sur la chaîne du Tarot Réaliste, là, il y a quelques jours, une toute petite vidéo de 2 minutes dans laquelle je parle du langage du tarot. Parce que c'est une expression maintenant employée par tous les tarologues. Hein. Et je souscris, moi je suis d'accord avec vous, mes chers confrères, il y a un langage du tarot. Mais on entend des tarologues qui disent à leurs étudiants, le tarot c'est un langage qu'il faut connaître, une grammaire, une langue et tout, et venez avec moi, je vais vous l'expliquer. Et puis ensuite, ils font référence dans leurs cours au 19e siècle, à l'ésotérisme de la fin du 18e, alors que le tarot, il a 6 siècles et qu'il est né en Italie au 15e. Donc c'est un anachronisme total, ça n'a aucun sens. Donc moi, je suis d'accord avec la proposition initiale de mes chers confrères. Bien sûr que le tarot, il a un langage, le tarot, il a une âme, mais quelle est l'âme du tarot? C'est celle que lui a insufflé son créateur. Quel est le langage du tarot? C'est la langue de son créateur. Donc il faut comprendre quelle langue parle le créateur du tarot. C'est quoi son langage? Or, tu sais comme moi que le langage n'est que l'outil qui nous permet de sortir le contenu de notre cervelle. Donc ce qu'il faut trouver, c'est le contenu de la cervelle du créateur du tarot. Qu'est-ce qu'il a en tête? Quels sont les symboles qu'il a en tête? Quelle est la culture humaine qu'il a en tête? Quelle est la langue ou quelles sont les langues qu'il parle? Quelles sont les langues mortes qu'il connaît si c'est un humaniste érudit? Il parle nécessairement le latin, il a étudié le grec, peut-être un peu d'hébreu, mais je ne crois pas, etc., etc. C'est ça la réponse à ta question. C'est ça que font les historiens du tarot. Ils essayent de recontextualiser le tarot, le remettre dans son époque, les années 1430 de l'Italie du Nord, et connaître par différentes méthodes en fait historiques et scientifiques ce que les érudits et les humanistes de cette époque avaient dans leur cervelle pour pouvoir créer ça. Et on peut retrouver de cette façon eh bien, des choses qui sont absolument saisissantes à comprendre. En effet, pour pouvoir faire une lecture des images du tarot, quand on est un joueur à l'époque, il faut une culture chrétienne. Si on est un papou de Papouasie qui, par je ne sais pas quel miracle, s'est retrouvé en Italie du Nord en 1430, ce que je viens de te montrer, ça n'est pas possible. Je vais vous remontrer. Le papou, tu lui montres ça. Quelle est la carte qui bat l'autre? Le papou, il ne connaît pas le jugement dernier. Il n'a pas de doctrine eschatologique, comme on appelle ça. Il n'y a pas de fin des temps dans sa culture. Voilà. Donc, lui, il ne peut pas savoir qu'il n'y a rien après cette carte, après cette image symbolique. Il ne peut pas savoir. Il faut être un chrétien pour comprendre ça. Mais en Italie du Nord, à l'époque, tout le monde est chrétien, plus ou moins. Donc, il n'y a aucun problème. Tout le monde ne comprend pas forcément le symbolisme de ces images à l'époque. Ah, tout le monde comprend le symbolisme de ces images. La route fortune. C'était commun, ouais. La route fortune que je tiens à gauche, Isabelle Nadolny, l'historienne du tarot française, l'a bien montré. Ça, pour le coup, c'est une image banale à l'époque. Tous les Italiens savent ce que c'est, même les Italiens populaires, le peuple, il sait ce que c'est la route fortune. C'est même, on peut le dire, c'est un symbole populaire. Tout le monde s'est approprié ce symbole qui à l'origine est romain, païen, antique, mais tout le monde, même l'Église catholique en premier, elle s'est appropriée la route fortune. Donc pour l'Église, la route fortune, elle est liée même à la parole de Dieu. J'ai lu un document, le Carmina Burana, il me semble que c'est dans celui-là, un document médiéval dans lequel il est carrément dit la voix de Dieu est dans la roue de fortune. Donc ici, on n'a plus du tout un symbole païen, on a bien un symbole chrétien qui a été récupéré en fait par l'Église, et vous voyez la déesse Fortune au plein centre de la roue, les yeux bandés, donc
complètement au hasard, qui tourne la roue des destinées humaines. Et donc, celui qui se retrouve tout en haut, qui a la chance d'être un prince, un roi ou d'être riche, il va tomber. Et celui qui est tout en bas, écrasé, vieux, misérable, il va remonter. Donc, c'est voilà, les aléas de l'existence humaine. Voilà ce symbole, ce qu'il signifie à l'origine, la roue de fortune, un symbole du temps, de la variabilité des destinées, de la misère, de la richesse. Et donc, tout le monde connaît ça, tous les joueurs connaissent ça. Donc, un joueur de tarot qui voit la roue de fortune, déjà, lui, il sait qu'elle ne peut pas battre le jugement dernier. Mais un joueur de tarot, est-ce qu'il sait que cette carte de la roue de la fortune est plus puissante qu'une autre carte? Donc, oui, je vais te montrer pourquoi. Okay. Pourquoi il sait ça, le joueur? Parce que la roue de fortune, ça concerne la vie terrestre. Les aléas d'un destin, un jour j'ai eu du succès, le lendemain j'en ai plus eu, je suis retombé, j'ai perdu de l'argent. Ça raconte la vie humaine quand on est incarné sur Terre dans un corps. Parce que souvenez-vous que dans le logiciel chrétien de l'époque, l'âme est immortelle, c'est la doctrine. Toute personne sait à cette époque, c'est un savoir pour eux, tout Italien, tout joueur du tarot à l'origine sait bien que l'âme est immortelle. Donc après cette vie-là, une fois que je serai mort, mon âme, elle continuera sa destinée post-mortem, comme on dit. Donc ça, la roue de fortune, ça concerne l'existence ici-bas, la vie terrestre. Et ça, c'est le jugement définitif de l'âme une fois qu'elle est morte. L'âme ressuscite dans un corps. Donc ça peut être que après ça. Il y a un espace-temps dans le tarot, dans ce que vous voyez. Et cet espace-temps, il est chrétien, et un chrétien qui le connaît, c'est évident pour lui. Ça, c'est avant la mort, c'est la destinée de la vie terrestre avec ses hauts et ses bas. Et ça, c'est après la mort de l'âme, une fois que Jésus redescend sur terre et juge, ce qu'on appelle le jugement universel, juge définitivement toutes les âmes. Et j'en profite pour dire quelque chose, pour répondre à une critique que j'entends tout le temps, qui me concerne là, qui ne concerne pas les autres historiens du tarot. Quand je parle comme ça, j'ai plein de gens qui me disent « Ah oui, mais voilà, toi, tu prêches ta paroisse, tu es un catho, tu es catholique, donc du coup, voilà, pour toi, le tarot, c'est catholique. » Mais moi, je ne suis même pas baptisé, je ne suis pas du tout chrétien, je n'ai pas de religion, donc je ne suis pas chrétien. Donc je ne vous parle pas de ça parce que je suis catholique et que j'ai envie de voir du catholicisme dans le tarot. Je vous parle de ça parce que quand on étudie le tarot, il y a du catholicisme à l'intérieur, donc c'est tout. Voilà. Donc il faut comprendre le milieu, quoi. Alors, je vais répondre maintenant à ta question. Et je vais repartir de la roue de fortune. Attends, il faut que je fasse l'exercice parce que là, ce que je fais, je n'avais pas prévu. Donc, c'est la première fois que je présente les choses de cette façon. C'est bien, mais du coup, il faut que je réfléchisse un peu. Donc, comment un joueur italien, tu me demandes à l'origine, sait par contre que la roue de fortune, elle est plus forte que d'autres et tout. Je vais essayer de vous montrer. Okay. Là, je vous montre le battleur donc, du tarot Visconti Sforza que j'ai en main, qui date, ce tarot qui est milanais, et il date des années 1456-1458. Donc vous voyez que ce battleur, il est très différent du battleur du tarot de Marseille. Est-ce que je peux les mettre les deux côte à côte? Le battleur du tarot de Marseille, il est magnifique, hein, son iconographie, moi je l'adore. C'est vraiment l'escamoteur à la française qui était dans les rues au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe, quand ce tarot que j'ai en main a été créé là, par un maître quartier dijonnais. C'est pas la même iconographie, mais c'est le même métier. C'est un magicien, un escamoteur qui fait des tours de farce et attrape, un peu qui est rusé, qui est bon. Un battleur. Un jongleur, donc, hein, c'est un jongleur. Donc, le jongleur du tarot. Comment le joueur, il sait que la roue de fortune, elle le bat? Ben, c'est très simple, parce que fortune, la femme que vous voyez au milieu de la roue, c'est une déesse. C'est une figure allégorique, mais c'est une déesse. Les dieux, ils sont au-dessus des hommes. Parce qu'on est dans la première Renaissance, donc il y a quand même le retour de l'esprit du panthéon païen. Donc les humanistes, l'auteur du tarot était sans doute un humaniste, ils font une synthèse entre christianisme et paganisme. Mais une synthèse chrétienne, hein, attention, on ne revient pas au paganisme. Hein. Ils incluent le panthéon païen, en fait, dans la doctrine chrétienne. Mais c'est populaire aussi, ça se transmet, les gens savent ça. Fortune, c'est une déesse.
Donc, elle ne peut pas être en dessous d'un petit humain. Donc, Fortune, elle est nécessairement au-dessus des hommes. Dans un tarot qui s'appelle le Léber-Rouen, un tarot italien, qui est peut-être aussi milanais, là peut-être je me trompe, il y a écrit Fortune, celle qui les domine tous, qui domine tous les hommes. C'est justement la déesse des destinées, un peu comme les parcs chez les Grecs. Elle tient tous les fils du destin des petits humains entre ses doigts, sur sa roue. Donc elle domine tous les hommes. Donc un joueur italien sait nécessairement, s'il a ces deux atouts en main, que celui-ci vaut beaucoup plus que celui-là. Donc si quelqu'un joue le battleur et demande qu'on suive à l'atout, et que l'autre, le joueur, il a ça en main, et qu'il faut qu'il suive plus haut, pour ceux qui connaissent le jeu, ben, il sait qu'il peut poser cette carte, aucun problème. Il va battre le battleur. Comment il sait que le battleur, il est tout en bas? Ben, c'est très simple. Quand il regarde les images du tarot, parce qu'à ces heures perdues entre deux parties, pour mieux connaître le jeu, il fait ce qu'on fait tous, et il médite les images. Et il a en face de lui une iconographie exceptionnelle, le joueur du tarot. Tout de suite, très vite, il y a eu des jeux économiques plus populaires, donc qui étaient beaucoup moins beaux que ce que je vous ai montré tout à l'heure, des jeux que, pas le commun des mortels, mais une bonne partie du peuple pouvait acheter quand même, quoi. Ou en tout cas une partie, un peu la classe moyenne, supérieure, on dirait aujourd'hui peut-être, et ils pouvaient s'acheter ça. Ouais. Plus vulgaire dans les deux sens du terme. Il y a eu les deux. Donc, vous voyez, est-ce que je peux vous montrer tout en une image? Je vais essayer. Alors, attendez, tac, tac. La suite des 22 atouts, elle s'ouvre comme ça. Vous avez le fou. Ah, tout est à l'envers. Le fou, le battleur, et puis après la papesse, l'impératrice, le pape, l'empereur et le pape. Michael Dumet, peut-être en premier, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres chercheurs avant lui que je n'ai pas lu, mais Michael Dumet, en tout cas, a montré que, eh bien, ça, c'est une allégorie des rangs de l'humanité. Okay. Ça commence comme ça, le tarot. Vous avez 6 représentants humains avant que n'arrivent les déesses, les vertus, les allégories, l'eschatologie chrétienne. Vous avez les tout petits humains qui sont ici-bas, tout en bas. Donc les humains, ils sont forcément les moins forts de la suite d'atouts. Un joueur italien le sait forcément au XVe siècle. Ça commence par les petits humains, ici-bas, tout en bas, et au-dessus, il y a tout le reste. La force du temps, la force du destin, la force de Dieu, le diable, l'enfer, tout ça, ça domine les humains. Les humains, ils sont soumis à tous les aléas. Ils sont soumis aux caprices de fortune, aux caprices, à la colère de Dieu, à la méchanceté du malin qui veut les tenter. Ce que je dis, c'est banal pour un chrétien. Donc, ça commence par les petits humains. Or, dans ce monde à l'époque, au XVe siècle, et c'est pour ça qu'il faut revenir au XVe siècle, et qu'on ne peut pas rester dans notre 21e ou dans notre 20e, ni au 18e, ni au 19e pour comprendre le tarot. Il faut remonter en arrière. C'est retour pas vers le futur, vers le passé. Un vrai retour vers le passé. Au XVe siècle, la société, elle est hiérarchisée. On a ce que les anciens appellent des rangs, des degrés, si vous voulez, sur une échelle. C'est assez strict, on ne peut pas vraiment changer. On ne peut pas. S'habiller d'une certaine façon. Mais bien sûr, c'est extrêmement rare qu'il y ait un changement d'état, comme ils appellent ça à cette époque. On a un état roturier ou noble, où on est dans les ordres, on est un clerc, il y a 3 ordres, le clergé, l'aristocratie et le reste, la roture, le peuple, et on ne change pas d'état comme ça. Alors bien sûr, il y a des révolutions bourgeoises, marchandes, en fait, le début du capitalisme qui se met en place d'ailleurs en Italie à cette époque, et à Florence, on est dans une ville républicaine qui a chassé son aristocratie. Donc, c'est intéressant que si le tarot est né à Florence, c'est intéressant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a au tout début du tarot, et on l'a toujours dans le tarot de Marseille. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas que vous ayez peur, les amis. Le tarot de Marseille, c'est jamais qu'un tarot normal. Juste, il a une iconographie différente. Mais il commence pareil. Je vais vous le montrer tout de suite. Tout pareil, il a un caractère très différent quand même. Aucune différence. Le battleur, le fou, le battleur, ils sont tout en bas. Je veux dire, dans les images, il y a quelque chose de très différent. Oui, parce que là, on est en France au 18e, et que ce que je vous ai montré, on est à Milan en 1450. C'est vrai que les choses ont évolué, oui. Ça, c'est peint à la main et enluminé.
tout est peint à la main, donc ça coûte très 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 cher et c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on l'a gardé, parce qu'il y a des gens, ça coûte tellement cher, les gens l'ont conservé. Et ça, c'est populaire, c'est fait par un quartier à l'estampe, rien à voir, c'est pas du tout le même travail. Ça, c'est gravé sur bois. C'est de la gravure sur bois, donc c'est beaucoup moins précis, c'est pas peint à la main, quoi. Ça n'a rien à voir. Les couleurs, on peut pas du tout en avoir autant que les tarots qui ont coûté cher, donc on a peu de couleurs, donc ça fait un truc un peu bizarre. Le tarot de Marseille, c'est un peu bizarre, l'iconographie. Mais le reste, c'est un tarot. Donc on a les 6 représentants humains au début du tarot de Marseille, c'est tout pareil. C'est un vrai tarot normal, le tarot de Marseille. Et ces représentants humains, comment le joueur de tarot, il sait que le pape, l'empereur, j'ai pris, allez, pourquoi pas l'empereur, on va prendre. Comment un joueur, si on veut revenir en France, puisque j'ai un tarot Dijonais de 1709, comment un joueur sait que ça, c'est moins fort que ça? Parce qu'il a des numéros qui sont inscrits, parce que le maître quartier a mis des numéros pour que ce soit plus facile, et pour rompre avec une tradition de lecture iconographique symbolique directe. Mais si on enlève les numéros, le joueur, il le sait quand même, parce qu'à son époque, un petit escamoteur qui est dans la rue, c'est un vaurien, c'est un vagabond, c'est un va-nu-pied, c'est quelqu'un qui presque pratique la mendicité, qui fait partie de la famille démoniaque, qui est marginalisé et stigmatisé par l'Église. C'est quelqu'un qui est vu comme un tentateur, un pécheur. Les jongleurs sont très mal vus. Il fait partie de la lie de l'humanité pour les religieux, et il fait partie, pour les gens plus tolérants que les religieux à l'époque, en tout cas des classes les plus basses, les classes sociales qui sont tout en bas de l'échelle. C'est pour ça qu'il est en 1. Donc un joueur, il sait forcément qu'un empereur, bah, c'est tout en haut, au-dessus du battleur. Et c'est là où il ne faut pas faire d'anachronisme. Quand il y a des gens aujourd'hui, des tarologues, mes chers confrères, quand vous dites la papesse, elle arrive avant le pape, donc il y a une primauté du féminin. Non, c'est l'inverse. La papesse, elle est en dessous du pape sur l'échelle sociale. Le pape, il est là, il est au-dessus. Il n'y a pas de papesse au-dessus d'un pape à l'époque, ça n'existe pas. Hein. Même au début du XVIIIe en France, on est encore quand même dans le christianisme, entre guillemets, normal, hiérarchisé. Quoi. Il n'y a pas eu de retournement de clergé. Il y a ceux qui ont fait la réforme, mais ça, c'est catholique. Donc en fait, ce que j'ai voulu te montrer, je pense que tous ceux qui voient ça, vous commencez à comprendre. Le tarot, c'est une lecture symbolique directe. En connaissant le monde, d'où viennent ces images, on peut lire les images et comprendre qu'elles ont une hiérarchie de rang. Et avec ça, on joue. Et telle carte est plus forte qu'une autre, parce que dans mon monde à moi, petit Italien, je sais pas quoi, artisan, menuisier de la ville de Florence en 1439, qui adore le tarot, ben, je sais très bien que moi, je suis un roturier et que je ne suis pas un noble et que les nobles sont au-dessus de moi. Donc, dans le tarot, la noblesse va battre l'aspect populaire. Voilà. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça semble clair? Oui. Alors, c'est intéressant. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a peut-être pas eu besoin de numéros, d'écriture, en fait, sur les premières cartes, parce que je vois que ça correspond à une sociologie très, très particulière de l'époque, à une échelle. Mais il y a quand même beaucoup plus de mystères là-dedans. Par exemple, si c'était vraiment un commentaire sociologique, il n'y aurait pas de papesse. Et puis, on voit dès le début qu'il y a quelque chose dans ces cartes qui ne correspond pas à la réalité, qui est quelque chose de très fermé. Je n'allais pas dire ésotérique, mais on va dire ésotérique. Qui est quelque chose il faut passer à travers et c'est pas que c'est pas juste présenter les gens de l'époque. C'est pas non, complètement. voilà, donc, exactement. Là, je simplifie. Il y a quelque chose de plus. Donc ça, c'est intéressant que ça nous montre donc ces 6 premières cartes, une espèce d'échelle de l'époque, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent, excuse-moi, et ce qui m'intéresse en plus, c'est que tu parles de religion, mais on voit bien que ça commence dès ces 6 premières cartes, si tu veux. Il y a un pape, il y a une papesse, il y a peut-être des allusions, je crois que tu as dit, à des dieux païens,
Et puis d'autres choses aussi qui ne sont pas forcément faciles à savoir comme ça si on n'est pas étudiant, si tu veux, du tarot. Donc cette structure originelle, il y a quand même beaucoup de mystères encore. Et il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'un joueur de l'époque aurait su qui dépassent l'explication sociologique. Oui, complètement. Complètement. Tu as tout à fait raison. Là, je simplifie aussi un peu pour pouvoir présenter le sujet. Mais en effet, la structure originelle du tarot tel qu'il fut conçu par son auteur nous est encore partiellement inconnue, même si on peut être à peu près sûr de comment il était, mais on ne l'a pas en main, donc il est perdu. Ce qui est à peu près sûr, ce qui est très probable, c'est qu'il y a eu un commanditaire, donc quelqu'un de suffisamment riche pour pouvoir se faire créer un nouveau jeu pour sa distraction et pour sa méditation, un commanditaire, donc peut-être pas un noble si on est à Florence, qui est une ville républicaine, mais par exemple un marchand extrêmement fortuné ou un des dirigeants ou un magistrat ou que sais-je, quelqu'un un peu de la haute société. Et il y a eu quelqu'un qui a répondu à cette commande, un atelier de peintre et d'enlumineur pour créer la vision de celui qui avait répondu à la commande. Parce qu'il y a un érudit qui a répondu à la commande et qui, lui, a fait la conception. Alors, tel commanditaire s'ennuie un peu et pour sa distraction, il me paye bien pour que je lui invente un nouveau jeu qui, en même temps, l'éduque à quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, lui, c'est l'auteur du tarot. Il fait une conception. Il conçoit. Et il conçoit ce que nous, on a peu ou prou ensuite dans la main, toujours aujourd'hui, peu ou prou, même si l'iconographie a varié. Mais ce n'est pas grave, c'est le tarot. Et ensuite, eh ben, il faut un atelier d'artiste pour créer ce qui a été conçu. Donc, il y a plusieurs étapes et ça prend du temps, au moins des mois. Hein. C'est pour ça que on est certain qu'en 1440, on peut acheter un tarot à Florence, on peut se faire un tarot si on a l'argent. Mais ça veut dire qu'en fait, il a été inventé avant 1440, le tarot, forcément. Parce qu'il faut des mois pour la conception, pour tout ça. Avant la version grand luxe. Exactement. On a un exemple exactement semblable dans les années 1412-1415, avec un commanditaire, qui est d'ailleurs un duc de Milan, qui a commandé un jeu ludique qui est en même temps une leçon morale pour l'éduquer et l'ouvrir à la vertu, qui a été conçu par un humaniste italien qu'on connaît, et on a même le traité. Donc on apprend en fait de cette expérience qu'à cette époque, ça pouvait se passer comme ça. Le concepteur écrivait le traité, donc les règles du jeu et la leçon morale pour le commanditaire, et le commanditaire, à la toute fin de sa commande, un peu comme quand nous, on clique sur un truc, on fait une commande, on reçoit le paquet chez soi aujourd'hui. Et bien lui, un jour, il reçoit sa commande. Donc là, je vous ai dit, pour les Médicis, c'est Giusto Giusti qui est allé chercher le notaire attitré. C'est lui qui est allé chercher le tarot à l'atelier quand il est sorti. Et ben, le commanditaire, il reçoit le truc qu'il a commandé et il a un jeu de cartes et un traité qui lui explique les règles et la leçon morale. On sait, grâce donc à un jeu qui s'appelle La déification des 16 héros, donc, qui date de 1412, qui a été créé par Marziano di Tortona. Donc, lui, cet auteur, il a fait ça, il a conçu, il a écrit le traité et tout. On a le traité, malheureusement, on n'a plus le jeu. Mais bon, c'est pas grave. On sait du coup que ça se passait comme ça. Si ça s'est passé comme ça pour le tarot, très bien. Quelqu'un a commandé, l'autre, il a écrit, celui qui répond, le créateur, il a écrit un traité avec à la fois les règles du jeu du tarot et la leçon morale, c'est-à-dire, veuillez bien prendre conscience que je souhaite en même temps par ce jeu vous éveiller à, je ne sais pas, la vertu, puisqu'on a des vertus cardinales dans le tarot, mais aussi au fait que la vie sur Terre est variable, parce qu'on a plein d'éléments qui représentent les aléas de la vie humaine dans le tarot. Il n'y a que 22 atouts et on a quand même Fortune, les yeux bandés, Cupidon, les yeux bandés, la mort, les yeux bandés. Donc, c'est-à-dire, en gros, la mort peut survenir à n'importe quel moment et peut prendre n'importe qui.
Tu peux être haut, mais si la roue du destin est tournée, tu redescends en bas, donc attention au péché d'orgueil, hein, tu peux retourner à la terre, à l'humus et redevenir humble. Et attention aussi, parce que là, tu crois que tu es bien, tu es marié, tu arrives aussi à garder une certaine chasteté, tu as ta famille, tu es bien truc, mais l'amour peut arriver n'importe quand. Et tu vois, la jeune là-bas dans le champ, tu peux tomber amoureux d'elle alors qu'elle ne fait pas partie de ta classe sociale. Donc tout ça, c'est dans le tarot. Donc ça fait partie de la leçon morale originelle du créateur. Ouais. Attention, monsieur le duc ou je ne sais pas quoi qui m'a commandé ça. Bien sûr, vous pouvez vous éveiller à la vertu et cultiver la vertu, mais fortune a son mot à dire. Et puis, ça continue. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la leçon morale? Un jour, la mort viendra, mais l'âme est immortelle. Ouais. Où ira l'âme? Plusieurs chemins. On descend en enfer avec le diable. On remonte par les étoiles, avec l'étoile, les astres et tout, si l'âme suit un parcours ascensionnel. Peut-être qu'elle s'est purgée entre-temps au purgatoire, etc. Ouais. Et tout ça arrive à la fin des temps à Dieu. Donc, voilà, donc on peut un petit peu essayer d'imaginer la leçon morale qu'a écrite à l'origine le créateur du tarot. Et puis il y a aussi une ouverture d'esprit pour essayer de répondre à ta question sur le paganisme. Mais on est en plein humanisme, donc c'est normal. Il n'y a pas que notre petit nombril à nous. Un vaste monde existe et l'Italie et toute l'Europe est prête à ce moment-là, à quelques décennies près, à s'ouvrir à tout, à la Kabbale hébraïque et tout. Ça arrivera après le tarot, mais c'est tout près. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui a été encodée aussi dans le tarot. Il y a eu un monde qui nous a précédés. Les anciens, les païens, étaient des génies aussi. Regardez, on redécouvre Aristote, les textes de Platon, qui seront traduits un peu plus tard par Marcille Fissant, etc. Donc, ça, c'est aussi dans le tarot. Donc, il y a beaucoup plus que moi, ce que je peux présenter seulement ce soir, même si on fait 10 lives, il n'y a pas assez pour présenter. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Et les histoires du tarot sont dessus. Donc, comme tu l'as dit, il y a plus. Et ça signifie, tu as tout à fait raison, à mon avis, ce que je viens de dire, ça signifie que une fois que le tarot, pour une raison qu'on ignore, s'était échappé, et s'est retrouvé partout dans la rue, dans les cours des princes et tout, parce qu'on ne sait pas pourquoi le tarot s'est diffusé. S'il relevait d'une commande, il aurait pu juste rester chez le commanditaire et y jouer avec ses amis, comme ça se passait avec les autres occasions qu'on connaît. Le jeu des 16 héros divinisés dont je vous ai parlé, il n'est jamais sorti dans la rue. Il est resté chez son commanditaire qui ne l'a partagé que à des rois, des princes, d'ailleurs une Française, d'ailleurs, de la haute société. C'est comme ça qu'on l'a dans la Bibliothèque nationale de France, ce traité. Hein. Il a été conservé comme ça. Et le jeu ne s'est pas diffusé. Pourquoi le tarot il se retrouve un jour partout dans les rues et qu'il parcourt le monde entier, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il se retrouve partout, un joueur ordinaire qui n'a pas eu en main la leçon morale et le traité écrit par le créateur, il y a des choses qui lui échappent. Autant dans la symbolique que dans l'allégorie totale, c'est sûr. Il n'a pas été initié par le traité du créateur comme le commanditaire l'a été. Donc, il y a des choses qui lui échappent. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que petit à petit, chacun va se mettre à interpréter le truc à sa manière. Parce qu'on a perdu le traité du tarot original. Donc, personne ne l'a. Ça nous laisse beaucoup de choix. Oui. Donc, au fil des siècles, tout le monde interprète et fait des lectures subjectives de cette œuvre, et c'est pour le meilleur. Moi, j'ai la mienne et tout. Chacun, de toute façon, c'est une œuvre qui grandit l'âme aussi, donc c'est très bien. Et chacun dit des choses différentes sur ses cartes. Mais avec l'histoire du tarot, si vous allez consulter un historien ou un autre, vous allez à peu près arriver au même symbolique, grosso modo, quoi. Ouais. Je tenais juste à dire quelque chose. Si je peux continuer juste un peu. Absolument, oui. Je vais dire deux choses. Une symbolique numérologique, pour essayer d'envoyer un petit peu de nourriture à ceux qui aiment la numérologie. Mais vous comprendrez forcément que je ne pourrais pas vous faire de numérologie du XVIIe ou du XIXe siècle pour parler du tarot, c'est anachronique, qui lui est beaucoup plus ancien. Du moins, on ne les voit pas, les chiffres. Voilà, et en plus, à l'origine, il n'y a pas de chiffres. Donc, ça ne peut pas être un système numérologique, le tarot. À mon avis, ce n'est pas possible, hein, c'est pas ça. Mais il peut y avoir de la symbolique des nombres. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer aussi une illustration de ta question. Il y a plus que la simple sociologie de l'époque. Oui, je vais vous montrer les deux. Donc, je vais commencer par ça. Quand le tarot commence la suite d'Atou,
Le premier qui est présenté, c'est le fou. Ça, on le sait, c'est historique. Tous les documents qui remontent même de la fin du XVe siècle, à chaque fois, ils disent pareil. Quand on demande aux joueurs, à ceux qui emploient le tarot, qu'est-ce que c'est le tarot et qui est la première figure, ils montrent le fou. Ensuite, le battleur. Ensuite, la papesse. C'est comme ça que se déroule au début la suite des 22 atouts. Ensuite, l'impératrice. Ensuite, l'empereur. Ensuite, le pape. Si on compte, ça fait 6 représentants humains. 5 représentants qui représentent l'échelle sociale et les rangs du battleur au pape. Mais si on ajoute le fou qui est un représentant de l'humanité, et qui est d'ailleurs une figure universelle, sans presque aucun doute dès cette époque, pour plein de raisons que je développerai plus tard, à une autre occasion. Si on ajoute le fou, ça fait 6. Pour toute personne qui connaît la numérologie, la symbolique des nombres chrétienne de cette époque, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le nombre de l'homme. Et je vais même plus loin, c'est le nombre symbolique de l'humanité soumise au péché, tentée par le diable, parce que c'est aussi le nombre du diable. 6, dans la numérologie chrétienne à cette époque, c'est le nombre de l'humanité, du travail humain et du diable. L'homme peut être tenté. Et on a 6 représentants humains dans le tarot. Il est possible qu'ils reflètent ou qu'ils viennent donner un écho à cette symbolique-là. Oui. Vous voyez ? Et donc, si on veut faire de la symbolique des nombres avec le tarot, on ne peut pas y couper. C'est comme le reste, comme quand on veut avoir des savoirs un peu objectifs et tangibles. Il faut absolument qu'on remonte au XVe siècle. Il faut des outils méthodologiques, de l'anthropologie de l'histoire. Il faut plein de trucs compliqués pour pouvoir se remettre dans le contexte de l'époque et connaître la symbolique des nombres de cette époque-là. Parce que sinon, on part de la nôtre au XXIe siècle. Ça peut être génial à faire, mais on est sûr de se tromper, par contre. Tu vois, je fais la distinction entre ce qu'on aime faire et la réalité des choses. Et l'étude historique. Chaque personne fait ce qu'il veut. Et une personne qui veut continuer d'étudier la numérologie du tarot au travers de la numérologie du 18e, 19e, 20e siècle, très bien, grand bien lui fasse, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une certitude, c'est que c'est une erreur. Il faut éviter l'anachronisme. Et il faut connaître ce que le créateur du tarot avait comme symbolique des nombres, lui, en tête. Et ce n'est pas du tout la nôtre aujourd'hui, rien à voir. Ce n'est pas la même symbolique des couleurs, pas la même hiérarchie sociale, pas la même symbolique des nombres, pas la même connaissance, pas la même langue. Il n'y a rien qui est commun à nous aujourd'hui, rien. Donc c'est difficile d'étudier ça. Et là, je vous ai montré tous les représentants des rangs humains qui sont au nombre de 6, le nombre de l'homme dans le catholicisme. Et qu'est-ce qui vient au-dessus d'eux? Parce que souvenez-vous que ça s'appelle des triomphes à l'origine. Ce n'est pas des arcanes majeures, ça c'est les occultistes. Ah oui, des triomphes, oui. Des triomphes. Donc chacun triomphe sur l'autre. Il faut voir tout ça les uns au-dessus des autres, pas comme ça, là, linéairement. Ça c'est une erreur. Donc le battleur, il est là, et la papesse, elle triomphe sur le battleur, elle vient au-dessus. C'est comme ça qu'il faut se représenter les choses. Ce sont des rangs, des degrés, vous voyez ? Des triomphes. Et au-dessus de la papesse, il y a l'impératrice, donc elle est plus forte, elle triomphe sur la papesse, etc., etc. Et qu'est-ce qui triomphe sur tout le petit monde humain dans le tarot ? Cupidon. Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Cupidon. Tu parlais d'un dieu païen, Eros, le dieu grec de l'amour. Les yeux fermés, il ne voit pas ce qu'il fait. Il lance des flèches au hasard, c'est les flèches d'amour ou de désamour, et il crée le chaos dans la vie amoureuse et sentimentale des humains. Ça, c'est très grec, hein, c'est très ancien, c'est comme la femme de Minos. Il y a beaucoup de thèmes très très anciens qui sont repris, ou peut-être qui n'avaient jamais disparu. Non, en Italie, Cupidon n'a jamais disparu, c'est un dieu romain qui a toujours été là. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'on peut essayer d'en déduire ? Le créateur du tarot nous présente au commencement le monde humain qui est tout en bas de toute l'échelle qu'il dresse. Tout en bas, il y a le petit monde humain qui est sur la planète Terre et qui est soumis aux aléas de tout. Et qui triomphe sur l'humanité ?
Cupidon, le dieu de la sexualité, de l'amour débridé, des passions, des appétits terrestres, tout ce qu'essayent d'éviter les chrétiens. La moralité, elle est tellement complexe déjà, mais j'arrive pas à comprendre. À un moment, tu me dis qu'il y a une hiérarchie et que comme il y a comme un parcours du plus pauvre, si tu veux, du plus vulnérable au plus puissant, ça suggère qu'il y aurait comme une espèce de système de mérite, pas de mérite de nos jours comme aux États-Unis, mais je veux dire de mérite aux yeux du ciel, une espèce de parcours qui est reconnu par les pouvoirs religieux du ciel. Mais d'un autre côté, c'est Dieu. Alors la fortune, la roue de la fortune, Cupidon, ils ne voient pas ce qu'ils font. Alors tout est aléatoire. Alors est-ce qu'il y a du mérite? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut empêcher? Excuse-moi, je tousse encore. Est-ce qu'il y a encore... est-ce qu'il y a une moralité là-dedans si les dieux ont les yeux fermés? Si tout est aléatoire, vraiment. Est-ce qu'on peut parler d'humilité, d'orgueil? Est-ce qu'on peut parler de chance plutôt? Je sais pas, je comprends plus maintenant. Je suis déroutée. Ben oui, parce que tu vois, ce que je vous montre, et c'est pour ça, les amis, que c'est vachement important de réaliser ce qu'est le tarot. C'est unique. Là, le programme iconographique et intellectuel dont je vous parle, il est entremêlé. Tu as tout à fait raison. L'auteur du tarot a réussi, en tout cas c'est ce qu'il a fait, c'est à chacun de juger si c'est réussi ou pas, il a réussi à entremêler dans un seul système du monde, plusieurs systèmes du monde différents. Et c'est tout à fait humaniste, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la mode intellectuelle. Comme l'Antiquité est redécouverte, on veut faire une synthèse. On ne peut pas laisser de côté le génie antique. En tout cas, les Italiens n'y arrivent pas, ils l'incluent. Tout le monde, dès les premiers humanistes, à partir du Trecento, donc dès les années antérieures, 1300 jusqu'à 1400 et tout, avant la première Renaissance. Les poètes, Pétrarque, Boccaccio, etc., ils ne peuvent pas laisser de côté tout le génie païen qui est redécouvert. Certes, les païens ne sont pas baptisés, ils sont tous du coup dans une partie de l'enfer, parce que Jésus n'existait même pas à leur époque. Donc ils n'ont pas pu être baptisés. Là, je vous parle comme les chrétiens de l'époque. Donc les chrétiens de l'époque du créateur du tarot, pour eux, il y a un gros problème avec ces génies antiques, c'est qu'ils ne sont pas baptisés. Ils n'ont pas eu la révélation de Jésus. C'est problématique. Mais vous comprenez, ils sont tellement géniaux, tellement intelligents. Platon, Aristote, ce sont des demi-dieux. Leur âme a été divinisée. Donc, on veut faire la synthèse entre tout ça et notre doctrine chrétienne. Et donc, c'est une immense ouverture. Donc, oui, tu as raison, dans le tarot, il y a sans doute une morale, mais qui est entremêlée et qui inclut différents systèmes qui peuvent paraître contradictoires. Moi, mon sentiment, c'est que ce n'est pas du tout contradictoire et paradoxal, mais ça, c'est mon interprétation. Je vais travailler à publier des articles de recherche et des livres pour montrer mon sentiment qui est partagé, qui est partagé par d'autres historiens du tarot. À mon avis, l'auteur, bien sûr, il dit... En fait, à mon avis, moi, l'auteur, je vais vous dire, il dit à son commanditaire, là, celui auquel qu'il veut initier à sa pensée, il dit « Le monde d'en bas est hiérarchisé. » On l'a vu, l'échelle sociale. Le monde en bas est ordonné. Oui, comme le disait Hermès Trismégiste, parce qu'il est semblable au monde d'en haut qui est organisé. Tout est ordonné, très bien. Mais attention, le monde d'en bas, il est soumis à des principes qui le dépassent, des principes de chaos. Fortune, Cupidon, la mort, la finitude. Chaos. Oui, mais attention, ça reste l'univers de Dieu. Et Dieu n'est pas le chaos. Donc l'univers est ordonné. Donc si pendant votre vie, vous avez cultivé la vertu, après, vous pourrez monter au ciel et rejoindre Dieu qui est la dernière carte du jeu. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc tu vois qu'en fait, le chaos, il est dans le jeu. Mais le jeu, il finit quand même par le monde ordonné de Dieu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas autant dire que,
Nietzsche disait que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais si on regarde ces cartes-là, on pourrait dire, si les dieux ne voient pas ce qu'ils font, tout est permis. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'on fait. Alors, à quoi ça sert de faire de bonnes choses, d'aider les autres, d'essayer de ne pas avoir trop d'orgueil? Je vais tricher, je vais te répondre. Regarde. Ross Caldwell, que je salue au passage, l'historien du tarot, m'a emmené à lire ça. C'est Léon Battista Alberti, c'est le premier grand polymathe de la Renaissance italienne avant De Vinci. Je vais te répondre en citant Alberti pour répondre à ta question. Donc je triche, hein, grand génie humaniste. Tu peux citer Alberti, ça me va très bien. Alberti, qui à l'époque du tarot était dans les parades. Pardon ? Il est florentin, non ? D'origine, mais il a été exilé avec toutes les familles nobles qui ont été exilées de la ville, et il y est revenu justement pile à l'époque où le tarot est créé. Alberti est dans les parages et revient à Florence. Ah tiens, proche coïncidence. ça c'est tout le travail de Ross Caldwell. Alberti répond à ta question, et donc lui, il n'est pas anachronique comme moi je le suis, puisque lui, il est en 1436-1440, il est à Florence. Lui, il dit, dans le livre que je vous ai montré, qu'il écrit un peu plus tard, Momus ou le Prince, qui est une fable politique, il dit dans sa préface qu'en étudiant les dieux païens, donc remettez-vous, à l'époque, ils redécouvrent l'Antiquité, ces humanistes italiens, ils ne sont pas dans l'autre position. Ils étudient les anciens, ils les découvrent. Et donc il dit, en étudiant le panthéon des anciens, grecs et romains, je me suis rendu compte qu'en fait, ces dieux sont utilisés par les anciens pour nommer les passions humaines. Mm-hmm. C'est très important, ça répond à ta question. Nous, aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'a plus rien à voir. On vit dans le monde libéral, dans une société marchande, qui reconnaît comme acte fondateur que l'homme, s'il le veut, est fort. Ce que je dis, ça paraît simpliste, mais c'est fondamental. Hein. Je le schématise, mais il faut comprendre ça. La doctrine libérale, c'est ça. Si tu veux, tu peux. Nous, on vit dans cette pensée. Chaque peuple a son anthropologie, chaque culture, et à l'origine de chaque culture, il y a une reconnaissance anthropologique qui, des fois, pour moi, est fausse, hein, parce que pour moi, là, ce que je viens de vous dire, le credo du monde libéral, c'est complètement faux, mais peu importe. On vit dans ça, on vit dans cette croyance, et les croyances deviennent réelles. Si tu n'as pas de succès, c'est que tu ne l'as pas assez voulu. Voilà. Bon, pour moi, c'est faux, mais c'est pas grave, c'est l'anthropologie libérale, et on vit dans ça. On entend ça tout le temps, à longueur de journée, ça fait des siècles. Là, l'époque dont on parle, l'époque à laquelle le créateur du tarot a inventé le jeu qu'on aime. À cette époque, ça n'existe pas, ça, ce que je viens de vous dire. Ce credo libéral, il n'existe pas. Il n'a pas été inventé encore dans l'histoire de l'humanité. Le credo est l'exact inverse. L'homme n'est pas fort, il est faible. Le nombre symbolique dont je vous ai parlé, le 6, c'est ça. L'homme est faible. C'est le nombre de la faiblesse humaine tentée par le diable, qui lui-même est représenté par le 6. Et comme dit anachroniquement un chrétien d'aujourd'hui, un grand auteur dont j'ai oublié le nom, Dieu s'exprime à travers toute chose, le diable ne s'exprime lui qu'à travers l'homme. Bon, c'est anachronique parce que c'est un auteur d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça marche aussi au 15e. C'est ça la doctrine chrétienne. Le diable, lui, il s'exprime à travers l'homme parce que l'homme est faible. Tout ce que je suis en train de dire répond à ta question. J'arrive, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est de là que part Alberti. Et ça, il faut se dire que ça, c'est un truc que les humanistes, ils ont en tête. Le créateur du tarot, il a ça en tête. L'homme est une créature faible qui est soumise à des tonnes de passions pendant sa vie terrestre. Et il a un rachat possible grâce à Jésus, d'ailleurs, au salut. Le salut de l'âme, c'est cultiver la vertu, les vertus chrétiennes. La charité. Les moines, ils vont jusqu'au vœu de pauvreté, de chasteté. Les vertus, voilà, c'est ça. L'humilité. Attention au péché d'orgueil, péché capital. Hein, si tu reçois les honneurs, comme le personnage sur le chariot, c'est très bien, parce que tu es dans une réussite dans ta vie. Et ça, pour un chrétien, c'est la vanité, ça. Tu reçois les honneurs publics, attention au péché d'orgueil. Tu vois. Donc, Alberti nous dit
et lui, il est de ce temps. Les dieux païens sont les noms des passions humaines. Les hommes, ils sont faibles, ils sont traversés par des passions. Comment on va nommer et personnifier et donner une figure à cette passion si forte qui détruit des couples et des familles, qui est le sentiment amoureux, le plaisir sexuel, tout ça? Mais il est là, Cupidon. Donc Alberti nous dit, les anciens Grecs, ils l'ont appelé Eros, cette passion humaine, et les Romains, Cupidon. Donc il reste de la place, beaucoup de place pour un dieu, le dieu de la place, si tu veux, qui voit tout, qui répond à tout, qui comprend tout, mais qui n'est pas ce dieu-là, qui n'est pas ce Cupidon ou la roue de la fortune ou qui que ce soit, qui sont en fait des représentations de notre esprit, de nos désirs qui sont faillibles. C'est ça? Bien sûr. Et ce sont des allégories humaines. Il faut les voir comme ça. On a toute la suite. Nous qui sommes aveugles, en fait. Et le trait extrêmement ironique et qui est, pendant toute l'histoire du tarot, très mal pris par l'Église, parce qu'il y a plein de commentateurs ecclésiastiques qui condamnent le tarot, qui le détestent pour tout un tas de raisons. Déjà parce que c'est un jeu de cartes et de hasard, donc ils détestent. Ils font mine de détester, parce qu'on a aussi des documents historiques qui montrent qu'en fait, il y avait des religieux et des clercs qui allaient jouer au tarot en cachette. Hein. Mais officiellement, il faut qu'ils condamnent. Voilà, les jeux de cartes, c'est comme le jeu de dés, tous les jeux de hasard, ils sont en enfer avec le diable. C'est ce qu'ils disent. Il y a même un commentateur de la fin du XVe siècle, un Italien, qui dit que le jeu de tarot, on connaît son auteur. Lui, il connaît l'auteur du jeu de tarot. C'est le diable, lui-même. C'est Satan qui a inventé le tarot. C'est pour ça qu'il faut lire les documents historiques, parce que si on ne lit pas les documents historiques, tout ça, on ne peut pas reconstituer l'esprit du temps. Et bien, regardez ce que l'auteur du tarot a fait. Il a monté l'échelle sociale avec le pape qui est tout en haut. Donc on peut se dire, oh ben, vraiment, lui, c'est un conservateur. Hein, il respecte la hiérarchie humaine avec le pape qui est pur, qui est tout en haut et qui montera au ciel. Mais regardez ce qui triomphe sur le pape. Cupidon, le dieu le plus vulgaire, le dieu de la sexualité, alors que le pape doit être chaste. Tu te rends compte le pied de nez? Et donc l'Église déteste, et ils le disent. Ils disent comment l'auteur du tarot a pu souiller notre religion en mettant le pape dans sa suite d'atouts. Première question, comment il peut mettre notre pape? Et deuxièmement, comment il peut mettre Cupidon au-dessus qui triomphe sur lui? Donc ça, c'est rebelle. Ça, c'est complètement iconoclaste. Pas iconoclaste, c'est pas le mot, mais hérétique. Oui. Mais bon, c'est pas comme si l'Église pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de Borgia ou d'autres qui ne correspondaient peut-être pas au pape idéal d'un point de vue moral, quoi. Enfin bref, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de tensions entre toutes ces idées, ces concepts. Et c'est vraiment fascinant. Bah, écoute, je vois que ça fait un moment qu'on bavarde. Il faudrait peut-être qu'on remette ça pour une autre fois, qu'on continue, ce serait sympa. Mais il y a tellement de choses à explorer. Je vois que c'est vraiment un travail de toute la vie d'explorer ça, de comprendre d'où ça vient, ce que ça représente. C'est l'histoire d'un côté, c'est le jeu d'un côté, c'est l'art, c'est la moralité, c'est tout. C'est la philosophie, c'est l'univers, quoi. Oui, bah, l'auteur du tarot a recréé un univers, un système du monde. Hein, donc, un système du monde. Oui, quand on l'étudie, c'est ça, on découvre un univers, on en aura pour toute la vie, surtout moi qui à l'origine je suis pas historien de métier, donc en tant que néophyte, j'ai encore plus de travail à faire pour comprendre les mêmes concepts que les universitaires. Merci beaucoup pour tes questions extrêmement fines et j'espère que ça aura intéressé les auditeurs. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est deux choses. Premièrement, je parle en mon nom, seulement en mon nom. J'utilise plein de ressources historiques, y compris des scientifiques, mais pour parler en mon nom. Hein. Donc ce que je développe là ce soir, ce sont mes sentiments, mais ils s'appuient vraiment sur des choses tangibles. Et la lecture que j'essaye de faire du tarot est une lecture réaliste, mais il faut bien se figurer que même des académiciens ou des scientifiques peuvent avoir une lecture sensiblement différente, on va dire, de la morale totale. Mais bon, grosso modo, on est là quand même au moins dans des choses qui ne sont pas trop anachroniques, j'essaie. Hein. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que tout ce dont on a parlé ce soir concerne la compréhension
du tarot tel qu'il a été créé. Ça n'empêche pas du tout d'utiliser le tarot pour faire plein de trucs qu'on aime aujourd'hui. La pratique n'est pas du tout abolie par l'étude historique du tarot. Au contraire, tout ce que je viens de dire ce soir enrichit la pratique. Et il se trouve que pour une raison que j'ignore, c'est Fortune qui a la réponse, la déesse Fortune, c'est les aléas des siècles, et pour une raison que j'ignore, aujourd'hui, en 2025, et depuis déjà longtemps, le tarot peut être un outil psychologique d'introspection, un outil thérapeutique, et un outil d'accompagnement thérapeutique d'une autre personne complètement fabuleux. Et j'utilise moi-même le tarot, qu'on appelle psychologique, dans des séances personnelles, dans les formations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on étudie le tarot tel qu'il a été que du coup, le tarot, on ne peut plus l'utiliser. Pas du tout. De toute façon, voilà, comme j'ai coutume de dire, tu l'as peut-être lu dans le livret de la formation que je t'ai transmis et que tu as parcouru, moi, j'utilise les cartes, je fais des tirages, je propose des tirages à mes étudiants. Pour tous ceux qui achèteront la formation, vous découvrirez 2 tirages de développement personnel qui vous aideront beaucoup, donc aucun problème. Moi, comme je dis, j'utilise les cartes non pas parce qu'elles ont été faites à l'origine pour des tirages. C'est pas le cas. Le tarot, il n'a pas été à l'origine fabriqué pour faire des tirages, il n'a pas été fait pour faire de la divination. C'est pas un oracle. Il n'a pas été fait pour aider les psychologues dans 6 siècles plus tard. Non, le tarot, il n'a pas été fait pour ça. Et pourtant, on peut avoir tous ces usages. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un devin peut utiliser les cartes de tarot pour faire de la divination? Si ça l'aide, oui. Est-ce qu'un psychologue peut utiliser ce corpus de 22 images, justement, comme un ensemble avec une certaine cohérence dans lequel on retrouve des parts de la condition humaine pour aider ses patients? Bien sûr, et ça marche très bien. Le tirage, un tirage de cartes, le tirage de cartes, il a été inventé par les occultistes même que je critique moi. Et pourtant, je fais des tirages. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. La seule chose qui me diffère des occultistes, c'est que eux, ils ont inventé le mythe contemporain du tarot, dont moi, j'invite chacun à sortir, personnellement. Pour moi, il est temps d'en sortir. Et ils ont dit, un tirage de tarot est bon et efficace parce que le tarot est un oracle de sagesse égyptien, je ne sais pas quoi. Moi, je dis pas du tout. Le tirage de cartes avec le tarot, il fonctionne à merveille, mais pas parce que le tarot est égyptien, parce qu'il n'est pas égyptien. Ça fonctionne à merveille pour une raison qu'on ignore et qui tient au fait que les images stimulent les humains et que ce corpus d'images-là, de 22 images qu'on appelle tarot, là, la suite d'Atou, est particulièrement formidable en ce sens. Et on l'a vu ce soir, il suffit de voir des images et ça stimule ça. Il y a des choses qui se débloquent. Mais j'utilise aussi ce qu'on appelle l'art du tirage et j'initie mes étudiants à l'art du tirage. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'histoire du tarot et l'art du tirage décorrélé du mythe du tarot, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo avec Mélissa. Vous êtes les bienvenus. Le premier cursus de ma formation, comme je vous l'ai dit, est d'ores et déjà disponible à l'achat. 25 vidéos, et vous recevez ça, plus un livret, plus une bibliographie, plein de choses, plus une 26e vidéo bonus. Enfin, il y a tout un ensemble de choses que vous avez. Donc, vous aurez le lien pour l'achat du billet pour l'inscription à ce cursus dans la description de la vidéo. Et pour tous ceux que ça intéresse, abonnez-vous à ma newsletter, suivez mon actualité. Il y a le cursus numéro 2 qui commence très bientôt. Et dans ce cursus-là, étant donné que maintenant on a dressé le portrait presque complet de toute l'histoire du tarot, sa naissance, ses origines, son évolution jusqu'au tarot de Marseille et tout, et on commence à étudier les atouts, les arcanes majeurs, un à un, du fou jusqu'au monde ou au jugement en fonction des tarots. Voilà. Super. Moi, cette approche réaliste, historique me parle beaucoup, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, moi, ça me ferait très plaisir si on pouvait faire organiser une autre conversation un de ces jours. Suivez la chaîne de Simon, elle est vraiment super. Il y a beaucoup de choses, des interviews aussi. Et bravo, merci Simon pour tout ton travail et merci pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. C'était vraiment fascinant, mais vraiment, vraiment fascinant. Et moi, je voudrais bien en savoir plus. Un grand merci à toi. Bravo, parce que
tu fais tout un tas d'études toi-même à côté sur d'autres sujets dont certains sont liés. Et là, aujourd'hui, tu as posé des questions extrêmement précises que ne se posent en général que les chercheurs du tarot historique. Donc bravo à toi C'est pour super tout ça. fascinant et c'est grâce aux documents que tu m'as envoyés. Moi, j'adore lire, donc moi j'aime bien lire ce que tu as fait. J'aime aussi regarder les vidéos YouTube que tu as faites, mais j'aime beaucoup lire les textes et regarder les images, les textes. Enfin, moi j'aime beaucoup ça, donc vraiment c'était super fascinant. Et puis j'adore cette époque. C'est une époque vraiment, il y a tellement de choses qui se passaient, qui sont un petit peu mystérieuse. Il y a ce jeu entre le monde séculaire, le monde religieux. Il y a tout un tas de changements historiques. Il y a... Bon, bref, c'est le début du monde moderne, en fait. Mais c'est un monde qui est vraiment infiniment lointain du nôtre aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Bon, un grand merci, Simon. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. Très bonne idée. Je trouve que ce que tu proposes, c'est ça qu'il faut qu'on fasse parce que Ouais. avec la vidéo présente qu'on tourne, plus les premières que j'ai faites sur ta chaîne, plus toutes celles qui sont sur ma chaîne YouTube, le décor historique, à mon avis, il est planté. Ouais. Maintenant, comme tu l'as proposé, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est une très bonne idée. Les personnes qui vont visionner ça, qu'elles posent des questions précises Ouais. sur certaines choses qu'elles veulent entendre, je ne sais pas si elles veulent entendre parler de l'ermite dans le tarot de Marseille, ou peu importe. Et Ouais. comme ça, je pourrais partir la prochaine fois sur Ouais. des thèmes plus cadrés. Et ce sera avec grand plaisir. Et merci pour ta nouvelle invitation. Ah ouais, ce serait génial. Bon, on organise ça alors. C'est bon. Allez. Bah, un grand merci, Simon, et à bientôt. À très bientôt. Merci.